le client, ce qu'il Ah, nous a fourni et d'accord. ne pas générer d'erreurs. Je peux citer aussi un exemple qui est un peu plus proche des TPE-PME. Nous avons travaillé pour une association qui, malheureusement, recensait les personnes dans la rue, les personnes qui n'avaient pas de logement, qui n'avaient pas de travail, qui avaient des enfants à charge et qui n'arrivaient pas à s'en occuper. Ils ont eu besoin, à un moment donné, qu'on extrait toutes les données que les personnes sur le terrain mettaient sur leur téléphone ou sur des Excel, tout bêtement, et d'en faire des graphes pour justement voir l'évolution des personnes vivant dans la rue, s'il y en avait plus, s'il y en avait moins, dans quel quartier, quel métier elles exerçaient avant, pour savoir quel type de catégorie socio-professionnelle pouvait apporter malheureusement de la précarité. Ok. Voilà, ça montre qu'en fin de compte, ce type de gestion de données peut toucher aussi bien de grandes enseignes que des petites associations et des petites entreprises. Hmm. Alors, tu as souligné effectivement, bah oui, toute la portée hein, de la valorisation de la donnée, mais aussi derrière tout ce cadre à la fois éthique, réglementaire. On comprend bien aussi que ça permet certes donc de mieux cibler, mieux adresser ces services aux clients sur la base d'une infrastructure d'outils, de batteries d'outils pour centraliser les données, pouvoir un peu bah, oui, organiser un peu tout ce qu'on sait hein, déjà. Donc la connaissance, c'est déjà un premier gros point qui permet ensuite de prendre des décisions, mais aussi eh bien de rentrer dans un cadre respectueux hein, tout à fait de tout ce qu'on peut faire ou tout ce qu'on ne peut pas faire aussi avec la donnée. Tu as parlé un peu aussi de données publiques. Avant qu'on passe la parole à Frédéric Gauzy, est-ce que vous avez des questions dans l'Assemblée pour notre ami Romain? Je regarde aussi sur le chat, voir éventuellement. On avait une question que je réserve pour un peu après, peut-être. Oui, il y avait une question non, de Vanessa, mais c'est peut-être pour après. Sur quel type de données publiques sont le plus prisées par les entreprises? Alors, peut-être que tu peux y répondre, peut-être que Frédéric pourra y répondre aussi. Est-ce que tu veux répondre à cette question, Romain, ou tu préfères la laisser, la déléguer à Frédéric? Frédéric sera sûrement beaucoup plus complet par rapport à ça que moi. Après, Ok. je sais que nous, ce qui revient énormément, c'est les données géographiques, ce sont les données de cadastre, ce sont des données de beaucoup pour en fin de compte organiser la donnée sur des polygones sur une carte en fin de compte. Après, il y a énormément de données publiques telles que justement les associations, ces choses-là. Ok. Bon. Très bien. Ça peut être Et très varié. Alors, éventuellement une question, Louis, si jamais c'est possible. vas-y, je t'en prie. Ouais, pardon Romain, bonjour. Tu évoquais un projet je dirais, d'uniformisation des données, de données clients, par exemple, pour une grande enseigne qui a plein de magasins, où vous réunifiez des bases de données qui étaient distinctes pour en extraire une meilleure qualité d'analyse, on va dire. Tu as aussi mentionné les RGPD et je dirais que cette activité-là, elle est probablement, ou ce traitement-là, ils sont sûrement que sous le joug du consentement. Comment vous avez pu organiser, je dirais, le traitement de ces données-là en ayant en amont recueilli le consentement des personnes qui étaient bien d'accord pour que vous le fassiez? Alors, déjà, dans un premier temps, par rapport à cette enseigne, la plupart du temps, ils mettent en place maintenant la gestion sur la communication. Mais avant tout, à partir du moment où ils ont fait signer un accord avec le client qu'ils s'inscrivaient au service de cette grande enseigne, ils leur ont demandé d'accepter les traitements qu'on pouvait apporter justement sur leurs données afin de les cibler de façon marketing et afin de justement regrouper leurs données en une seule fiche globale de l'entreprise. Ce qu'on voit rapidement dans le RGPD et dans les entreprises, c'est qu'il y avait déjà des structures, comment dire, qui n'étaient pas forcément conformes, mais qui étaient déjà ouvertes à la bonne manipulation des données
d'un aspect légal. Cette grande enseigne, comme je vous le dis, n'est pas du tout prête à 100%. Elle fait partie des clients qui s'y mettent petit à petit. Là, par exemple, nous leur avons indiqué que le besoin qui était le primordial pour cette entreprise, c'était en fin de compte de faire du dédoublonnage. C'est-à-dire, j'ai une personne qui est dans tel magasin et qui ensuite s'inscrit au Drive. Le but, c'était de comparer que la personne était la même pour pouvoir fusionner les deux et dire c'est la même chose. Ce type de traitement, à partir du moment où on a assez de données conformes que le client nous a données, on est capable de la fusionner. Si derrière, nous ne sommes pas capables parce que nous avons des scores en fin de compte qui ne permettent pas de confirmer à 100%, soit nous avons pour but de rejeter la donnée parce qu'il ne serait pas convenable, au point de vue RGPD, de travailler sur une donnée sur laquelle nous ne sommes pas forcément à 100% sûrs de pouvoir le faire. Et dans un deuxième temps, si on ne la rejette pas, c'est là que nous allons apporter, en fin de compte, des nouveaux rôles qui émergent de plus en plus, qui appartiennent, en fin de compte, à la gouvernance de données, c'est-à-dire les data stewardship. Les data stewardship vont être, en fin de compte, des profils métiers qui vont venir utiliser la technologie pour confirmer, améliorer ou réfuter, en fin de compte, une qualité de données et une transformation de la donnée. Et là, clairement, quand une donnée, on ne sait pas si elle est bonne à fusionner ou pas, ces types de personnes sont normalement censées s'approcher des clients, s'approcher des magasins, s'approcher du métier pur pour confirmer ou non que ce traitement est faisable. Dans le RGPD, on parle beaucoup de traitement automatique qui peut générer des erreurs. À partir du moment où on y intègre justement ces tâches de data stewardship, on commence à être beaucoup plus dans le respect des normes que le RGPD demande. Je vous propose de prendre les questions suivantes à la fin, qu'on les retraite, notamment la dernière là, qui vient sur le chat, et de passer dès à présent. Merci beaucoup, hein, Romain, pour ton intervention et ta réponse. Et de passer directement maintenant avec bien Open Data Soft, du coup. Frédéric, est-ce que tu es dans les parages? Allô? Ouais, bonjour. Bonjour Louis, bonjour tout le monde. Ça va, bon, tu vas bien? Je vais très bien, merci. Je vais très bien. Je vois juste plus les commandes pour pouvoir partager mon écran. Alors, c'est en bas, tu as un bandeau avec tes paramètres. Ok, voilà. Super. J'ai tout ça. Parfait. Du coup, Louis, je pose la question. Est-ce que tu veux que j'ai eu une belle passe là tout à l'heure pour répondre à une question. Est-ce que vous voulez que j'y réponde de suite ou est-ce que je préférais qu'on y revienne juste après, si tu veux bien. Eh ben, pas de problème. Ça marche. Bon, bah, écoutez, bonsoir tout le monde. Merci encore à la mêlée, à Louis pour cette invitation. Alors, je vais partager mon écran. Comme ceci. Vous devriez voir normalement. Voilà. Est-ce que vous voyez? On voit ton Slack, oui. Non, mon Slack. Non, c'est bon, on voit ta présentation. Très bien. Vous devez voir mon Slack aussi, mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, présentation. Donc, alors, vous présentez en quelques mots Open Data Soft. Alors, Open Data Soft, c'est une entreprise, une ex-startup maintenant qui est une PME, puisqu'on est une soixantaine de personnes qui a vu jour en fin 2011 autour d'un constat qui est celui de la valorisation de la donnée. Donc là, j'ai mis sur cette slide, j'ai mis une phrase de notre CEO, de Jean-Marc. Les organisations ne réussiront leur transformation digitale que si elles modifient la manière dont elles utilisent et partagent les données. Donc, c'est précisément sur ce constat-là qu'a vu jour Open Data Soft. Et donc, sur un métier qui est éditeur logiciel, qui a décidé de développer une plateforme en SaaS dont la vocation serait d'accompagner des organisations publiques, privées, à aller chercher leurs propres données en interne en cassant des logiques de silos qu'on a parfois souvent même dans les organisations, en les préparant, en les adjoignant aussi à d'autres sources de données et en les redistribuant de façon à ce que la circulation de la donnée se fasse beaucoup plus facilement
au sein des organisations et de manière plus large. Et donc, sur ce constat-là, on a développé donc une plateforme alors distribuée en SaaS, donc sous forme de licence sur Internet, qui vient se placer en fait comme un socle entre des systèmes producteurs de données, aussi divers et variés soient-ils. Ça va être de la donnée, alors on en a un peu parlé, j'y reviendrai après, de la donnée open data, ça peut être de la donnée de nature différente aussi, de la donnée statique, de la donnée temps réel. En 2011, on n'en parlait pas trop, mis à part chez les précurseurs, mais voilà, de la donnée venant d'objets connectés aussi, d'IoT, on en parle beaucoup plus maintenant, de la donnée publique, de la donnée privée, et d'offrir en fait fonctionnellement les couches qui permettraient de travailler cette donnée et d'aller la distribuer de la manière la plus efficace, la plus aboutie vers les consommateurs. Et donc là, de la même façon que le constat était de dire en termes de données, en termes de typologie de données, on a des choses de nature très très différentes. En termes de consommateurs, force est de constater que nous ne sommes pas tous égaux devant la donnée et on a parfois besoin d'accompagner de manière différente des consommateurs ou des réutilisateurs de données. Alors, ça va être des spécialistes de la donnée qui vont avoir besoin, eux, de catalogues qui vont leur permettre d'aller chercher facilement de la donnée à extraire. Ça va être, pourquoi pas, des applications qui vont voir le jour et qui vont consommer de la donnée qui va être publiée sur des portails, donc via pouvoir distribuer cette donnée de manière fluide, par API, par exemple. Et puis, ça va être aussi, par exemple, des administrés à l'échelle d'un territoire qui ne sont pas des spécialistes de la donnée, qui peuvent être aussi des spécialistes métiers, mais absolument pas plongés dans la chose informatique et qui, du coup, vont avoir besoin de représentation, de scénarisation, comme disait Romain tout à l'heure, de BI, en fait, de choses qui vont faire plus appel à la BI. Donc, fonctionnellement, notre produit, c'est 3 couches fonctionnelles, une dédiée à la collecte de ces données, avec ce qu'on appelle des connecteurs, des moissonneurs qui vont être là pour venir se brancher sur des systèmes producteurs ou en tout cas conservateurs de données. Un deuxième module fonctionnel qui est dédié à l'enrichissement avec des choses que Romain évoquait notamment qui font plus appel à du traitement de la donnée pour préparer la donnée, pour faire aussi de la corrélation de données. J'y reviendrai tout à l'heure. Et un troisième étage fonctionnel qui va être dédié plus au partage de la donnée, à la diffusion de cette donnée. En quelques mots sur Open Data Soft, pour vous présenter rapidement qui nous sommes. Donc, voilà, je vous disais, on est une 60aine de personnes. On a nos bureaux à Paris, Nantes et à Boston. Et donc, actuellement, un peu plus partout en France, puisque nous sommes tous en télétravail. Voilà. Et on travaille avec environ 260 clients dans 18 pays, avec des typologies très, très différentes. Ça va être des collectivités territoriales, ça peut être des acteurs de la mobilité, des grandes entreprises, de différents secteurs de l'immobilier, du luxe, etc. Tout ça pour dire que la problématique de valorisation de données n'est pas propre à un secteur, n'est pas propre aussi à une taille d'acteurs, en ce sens où on va avoir des petits clients, des petits territoires ou des grands territoires qui vont être concernés par cette même souhait, cette même volonté de valoriser, de mieux travailler la donnée. Alors aujourd'hui, on parle Louis me proposait cette intervention, de valorisation de données publiques. Alors moi, j'ai un axe plus particulier que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. C'est l'axe du jeu collectif. Donc, je ne fais pas un petit clin d'œil parce que c'est la mêlée qui nous invite, mais voilà, ce que je voulais aborder avec vous, c'était parler de diffusion de données avec différents cercles et que cette notion de collectif, elle est clé en ce sens où on va parler d'open data et que on parlait tout à l'heure, lui l'évoquait, de la valeur de l'or noir qu'on accorde parfois à cette donnée. Et avec cette notion de collectif, elle va encore prendre plus de sens et elle va être encore plus enrichie. Mais ce que je vais vous évoquer par la suite, au-delà de ce jeu collectif, c'est de l'importance de bien diffuser cette donnée et de bien la diffuser auprès de différents cercles. Alors,
on va commencer par ce petit schéma, si vous voulez bien. Ce schéma, il revient un peu sur la problématique de diffusion de la donnée. Et la diffusion de la donnée, ce que je voulais vous dire, c'est que elle est clé aussi bien pour une organisation publique que pour les organisations privées. Et elle va prendre cette diffusion, elle va prendre différentes formes et elle va répondre à différentes attentes pour répondre à différents usages suivant les cercles que l'on va considérer. Ces cercles, ça va pouvoir être des cercles internes et en ce sens, une meilleure diffusion de la donnée va permettre, par exemple, de rôder un peu plus les mécanismes pour que, par exemple, en cette période, on va dire, de confinement, où les gens sont un peu éparpillés, il n'y a pas de rupture et que tout le monde continue à avoir un accès, j'allais dire, à cette donnée aussi fluide qu'auparavant. En interne aussi, ça va prendre notamment des formes de prise de décision, hein, de meilleures connaissances et de prise de décision appuyée par la donnée. D'autres cercles, ça va être par exemple des cercles d'information plus larges du grand public, par exemple. Et dans ce cas, on va parler d'open data avec de la donnée scénarisée, de la donnée qui sera représentée pour comment prendre encore plus de valeur et plus de sens par rapport à ce qu'elle souhaite représenter. Et puis, cette diffusion de données, elle peut être aussi d'ordre, j'allais dire, plus partenarial, et notamment relever de partenariats public-privé, ou, encore une fois, rentrer dans le cadre de la conception de produits. C'est une des clés de réponse à la question qui a été posée tout à l'heure, notamment sur la valorisation de la donnée par les entreprises, données publiques notamment. Et il y a ce qu'on observe, nous, fréquemment chez les acteurs privés qui font ce qu'on appelle les data products, c'est-à-dire qu'ils vont intégrer cette donnée publique ou adjointe avec leurs propres données privées pour constituer de véritables offres qu'ils vont vendre ensuite à des tiers dans une logique de business to business. Voilà. Les exemples, j'en ai quelques-uns par la suite. Je voudrais un peu avancer pour vous montrer ça. Alors, ce qui est quand même clé, c'est que ces cercles, ils sont quand même importants et ils relèvent un point que je voulais souligner, c'est qu'il y a parfois des organisations publiques-privées qui sont un peu réfractaires à partager cette donnée, à jouer le jeu du collectif, et qu'en ce sens, il va être vraiment important d'établir une relation de confiance et une relation de transparence dans la manière dont la donnée va pouvoir être diffusée. Donc, ça va passer notamment par des questions que Romain évoquait sur tout ce qui va être RGPD, sur le traitement de la donnée, etc. Mais ça va être aussi par la possibilité d'avoir vraiment des barrières imperméables entre la manière dont la donnée va pouvoir être partagée entre chacun de ces cercles. Voilà. Alors, là, ce que j'ai voulu mettre dans ces quelques enjeux de diffusion de la donnée, c'est pas une recette, hein, c'est pas une recette magique, mais c'est plutôt des retours d'expérience de nos clients et de comment on essaie d'y répondre. Alors, les enjeux de diffusion de la donnée, alors il faut déjà s'appuyer sur une gouvernance solide. C'est-à-dire qu'on ne va pas décider du jour au lendemain de bien diffuser la donnée si on ne sait pas exactement comment on va diffuser cette donnée. Alors, mon collègue qui interviendra juste après moi, il reviendra de façon encore plus détaillée parce que plus habitué à ces questions de mise en place de schémas de gouvernance, mais c'est particulièrement clé dans la manière dont on va décider de partager cette donnée. Ensuite, il y a la partie collecte et la partie outillage, hein. Donc là, on est un peu plus sur des plateformes telles que nous l'intégrons et d'autres le font aussi, où il va être en fait clé d'aller mettre en place une infrastructure sécurisée pour aller chercher, pour aller automatiser cette collecte et faire en sorte que cette donnée elle soit collectée, mais elle soit aussi mise à disposition de façon continue, de façon temps réel, pourquoi pas, si elle le nécessite, dans une logique de données fraîches, de données de qualité également. Ça, c'est une notion qui est clé dans le partage de données et donc qui doit aussi faire quelque part présence dans la feuille de route des organisations qui décident de la partager. Ensuite, je dirais que cette diffusion de la donnée, elle sera réussie dans la manière aussi où elle permettra de répondre à l'ensemble des besoins.
Alors, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure dans les différentes couches de réutilisateurs, de consommateurs de données, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir adresser de la visualisation, donc de l'observation, par exemple, via la mise en place d'indicateurs, de schémas de visualisation, d'observatoires. Elle doit permettre aussi de réaliser des analyses croisées, par exemple, d'aller chercher différentes sources de données et de pouvoir les rassembler pour répondre à des besoins bien précis. Et puis, cette distribution de la donnée, elle doit pouvoir aussi répondre aux besoins de tous ceux qui vont construire des business models sur la réexploitation de la donnée, typiquement des startups qui vont voir le jour, alors j'en évoquais quelques-unes, sur cette consommation. Alors, pour finir mon intervention et avant de répondre ou en tout cas de discuter sur quelques points que vous souhaiteriez avoir, j'ai calé là quelques exemples, on n'aura peut-être pas tous le temps de balayer, mais de diffusion et d'enrichissement de données, quelques cas d'usage. Voilà, on va prendre un petit peu d'exotisme pour ce premier, mais il est important, c'est sur un cercle de diffusion de données qui serait interne, et c'est sur une région espagnole, la région de Castille et Léon, et qui avait une problématique de circulation de données, de meilleure circulation de données en interne à une collectivité pour que l'ensemble des services soient mieux informés d'une thématique. Alors là, en l'occurrence, c'est le budget. Et plutôt que on ait à prendre son téléphone et à appeler le service voisin pour récupérer les chiffres du budget, ben voilà, ils ont en fait construit, donc sur la base de données qu'ils ont partagées. Alors là encore, le schéma de gouvernance est important parce qu'il y a une notion d'implication des services en incitant chacun à aller alimenter, alors que ce soit la direction de la commande publique, mais également d'autres contributeurs de cette donnée budgétaire, et de faire en sorte que cette donnée soit restituée, alors là sous forme de visualisation un peu plus avancée, de visualisation intelligible, et faire en sorte qu'on ait un outil qui soit utilisable en interne à la collectivité par des agents qui, du coup, vont gagner en termes de productivité. D'ailleurs, cet outil, c'est un peu le point de mon deuxième exemple, ça peut être aussi un outil pour la prise de décision en interne. Là, c'est un petit cas que j'ai voulu pointer rapidement. C'est la ville de Paris, parce que c'est sur la thématique de la mobilité. Et donc, c'est typiquement sur la problématique de comprendre l'usage du vélo à l'échelle du territoire parisien et de comment encourager cet usage, comment on va pouvoir construire des indicateurs qui vont parler aux décideurs pour leur permettre d'appuyer les politiques publiques, mais également de rendre des comptes aussi. Vous voyez là, on est sur c'est une petite copie d'écran d'un tweet du compte de la ville de Paris, où on est sur de l'information du plus grand nombre, donc en termes d'usage, de transparence et de communication. Donc là, typiquement, on est sur un usage de diffusion de données à différents cercles, sur de l'interne, mais qui est aussi atteindre un cercle de diffusion de données beaucoup plus large sur de l'interne, sur de l'externe. Excusez-moi, c'est mon fils qui a quelque chose à rajouter et qui voulait, qui permet aussi d'appuyer en fait toutes les mesures qui peuvent être prises en termes de prise de décision sur l'encouragement à la mobilité douce. Dernier cercle de diffusion de données que je vais vous évoquer là, et puis après ça fera trop, donc on passera aux questions, sachant que voilà, on pourra avec ceux qui le désirent en revenir plus tard. C'est un cercle de diffusion de données un peu plus grand public. C'est le cas d'Orléans Métropole. Orléans Métropole, ils sont engagés dans une logique d'open data depuis 2 ans à peu près. Et ils se sont rendus compte très tôt que les cercles de diffusion de données devaient pouvoir s'adapter à leur public aussi. Et ils ont créé ce qu'on pourrait appeler des apps citoyennes ou des réutilisations qui vont permettre de répondre aux besoins de chacun. Alors là, on est sur de la donnée qui n'est pas forcément de la donnée de la collectivité. Ça me fera passer donc à mon point suivant, c'est de la donnée open data, donc en l'occurrence, c'est de la donnée de transactions immobilières, données des DVF et données de la chambre des notaires, et donc qui, corrélée à d'autres données, notamment de la donnée géographique, va permettre de construire ce genre d'application où on a une carte, les différentes communes de la métropole,
où on peut sélectionner le type de bien immobilier, que ce soit de la maison ancienne, de l'appartement ancien ou des terrains, et observer de façon interactive, presque ludique dans certains cas, le prix moyen, le prix médian, le prix bas et le prix haut de vente de ces biens. Voilà, donc des exemples, il y en a plusieurs en fait en termes de d'illustrer un petit peu, et c'était le sens de mon propos sur le fait qu'il faut être conscient de ces cercles de diffusion, et il faut, quand on parle de valorisation de données, être sûr que l'on va pouvoir atteindre chacun de ces cercles. Et alors l'autre axe que je vais juste évoquer rapidement, en ce sens où il est partie intégrante aussi de notre modèle chez Open Data Soft, c'est tout l'axe enrichissement de la donnée. Et alors là, je l'ai évoqué notamment avec Orléans, et on a créé ce qu'on appelle un réseau de données ouvertes. On a une équipe de chasseurs de data, on les chasseuses plutôt, parce que ce sont des filles, qui ont pour mission d'aller chercher des données ouvertes au niveau national, au niveau international, qui vont permettre d'être de la matière première facilement joignable, facilement corrélable à d'autres sources de données pour créer de la valeur. Donc là, des sources de valeur, alors j'en ai mis deux parce qu'elles me semblent assez intéressantes. Il y en a une, c'est les données de l'observatoire de l'OFGL, l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale, qui donc du coup a ouvert un portail Open Data et donc des jeux de données en Open Data sur la gestion des collectivités territoriales. Alors, je joindrai notamment les liens, parce qu'il y a des portails assez intéressants qui permettent d'aller chercher toutes ces informations. Mais ce qui est important de voir aussi, c'est que ces données-là, elles vont être facilement ensuite récupérables par des acteurs publics, privés, pour créer de la matière première facilement corrélable à d'autres sources de données. L'autre exemple que je voudrais citer en exemple là sur sur ces jeux de données ouverts en Open Data et qu'on retrouve sur notre réseau de données Open Data Soft, données ouvertes, ce sont les données de l'URSSAF, où on va retrouver à l'échelle d'un territoire des choses assez précises en termes de caractérisation des entreprises et des acteurs privés à l'échelle d'un territoire, en termes de typologie d'emploi, en termes de taux d'emploi, etc. Donc, voilà un petit peu ce que je souhaitais évoquer. Et du coup, si vous le permettez, si Louis, tu le permets, donc sans transition, je réponds juste à la question qui a été posée tout à l'heure sur la valorisation, quel type de données publiques sont les plus prisées par les entreprises. Je dirais que moi, je ferai une réponse en deux temps. Il y a d'abord des données d'intérêt général qui vont permettre aux entreprises de définir leur modèle économique, donc typiquement de définir leur business plan. Donc, ça va être par exemple des données de la base, des données de l'INSEE, la base Sirène notamment, qui est énormément consommée, en ce sens où elle va permettre de prendre conscience des acteurs économiques qu'on va retrouver à l'échelle d'un territoire. Ça va être aussi des données, par exemple, de télécom, des données de l'ARCEP, de la NFR, qui vont informer l'entreprise sur la manière dont elle va pouvoir se construire à l'échelle d'un territoire. Et donc, toutes ces données, il est important de les retrouver sur un réservoir de données tel que celle de lui que je citais tout à l'heure, le réseau de données ouvertes Open Data Soft. Le point quand même que je tiens à préciser, la remarque, c'est que tous ces jeux de données, ils vont être particulièrement intéressants s'ils relèvent de la maille géographique locale. Donc, il y a aussi un intérêt à ce que toutes ces données telles que l'INSEE, telles que les données de l'INSEE, les données de l'ARCEP, etc., elles puissent être facilement retrouvées à l'échelle d'un territoire. Donc ça, c'est quand même très, très important aussi qu'on puisse avoir ce filtre géographique. Et ensuite, le deuxième temps de ma réponse sur la consommation de données publiques par les entreprises, je dirais que ça dépend vraiment du business model de l'entreprise. Il va y avoir typiquement des données qui vont être clés pour des entreprises, en ce sens où elles vont être des données qui vont être ouvertes et dans ce sens où elles vont être consommées par les entreprises pour être partie intégrante de leur modèle économique. Un exemple qui commence à dater un peu, mais qui est toujours aussi bon, en ce sens où il est clé, les données des cantines scolaires notamment, qui ont permis à certains de construire des modèles économiques sur des applications permettant de prendre connaissance de ces données
on construit un outil pédagogique, etc. Ça va être aussi des données relatives au cadastre, relatives au patrimoine immobilier, donc des données, comme Romain l'évoquait tout à l'heure, plus d'ordre géographique, qui vont permettre à des entreprises de proposer des services en termes d'approfondissement ou de la recherche de biens immobiliers à l'échelle d'un territoire. Donc voilà, je dirais que pour moi, il y a deux niveaux. Le premier, ça va être se construire d'un point de vue business plan, d'un point de vue modèle économique. Et le deuxième niveau, il sera plus de l'ordre quelle donnée va être utile pour vraiment créer de la valeur, pour apporter de la valeur. Donc soit en direct, soit adjointe. Voilà, et j'arrête de parler. Merci beaucoup pour ton intervention. C'est vrai que là, on voit bien que l'importance de la donnée pour sa valorisation, c'est certes sa quantité, son volume, sa variété aussi de différentes sources. Et tu l'as bien évoqué là, justement, il y a aussi cette question du circuit de distribution des données en lien avec une gouvernance qui va déterminer un peu si bah oui, on va relever la donnée et la distribuer au bon endroit, de la bonne manière. Et notamment comment on peut aussi l'enrichir donc en lien avec les données ouvertes. Donc merci beaucoup pour ton intervention. Allô, le standard. Ouais. Une petite question là de Éric Guéraud de Lisio. Quid du dernier maillon entre la donnée numérique et les utilisateurs humains finaux? Alors, est-ce que Eric peut préciser un peu sa question, peut-être? Je ne sais pas si ça suffit, Frédéric pourrait répondre, mais... je veux bien la je peux préciser un peu plus. Je suis là. Bonjour à tous. Bonjour Eric. Oui, bon, c'est des questions par des formations professionnelles, forcément. Donc, la donnée, c'est une énorme richesse. Ça, quand on parle d'or, c'est vraiment c'est plus que de l'or. Et en fait, moi, je m'intéresse particulièrement à l'accès aux données par les utilisateurs finaux, notamment en raison de leurs difficultés, handicaps, inexpérience numérique, notamment aux zones à faible débit réseau pour y accéder. Et c'était pour savoir si ça faisait partie aussi de vos travaux, de travailler jusqu'à ce dernier maillon de restitution de la donnée vers les utilisateurs finaux. Alors, c'est une vaste question, mais je te laisse répondre en 2 mots, Frédéric. Ouais, effectivement, c'est une vaste question et je pense que j'ai pas la réponse à l'ensemble, mais ce que je dirais, c'est que bien évidemment, un peu dans les cercles que j'évoquais tout à l'heure, il va falloir prendre en compte chaque typologie d'utilisateur humain final, quoi. Et avec son niveau de connaissance, avec son niveau de capacité à interpréter la donnée, pour pouvoir lui permettre et pour pouvoir lui délivrer la donnée qui lui correspondra. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple d'Orléans avec ses apps un peu. Alors, typiquement, il y a d'autres apps qui me semblent assez intéressantes. C'est des initiatives du département des Hautes-Pyrénées qui, dans un relief qui est très particulier, montagneux, avait cette volonté d'aller au-delà de la simple délivrance de données, mais de construire vraiment de l'usage et de l'application finale pour l'utilisateur final. Et donc, a fait en sorte de prendre des choses basiques, assez simples, typiquement la carte avec les établissements scolaires en fonction du lieu et de l'adresse où l'on habite. Autre exemple, ça va être les centres de soins à proximité. Voilà, donc ils ont construit en fait toutes ces visualisations sous forme de petits consommables, de petits widgets qui vont être là pour justement pour parler en fait qui vont être le dernier maillon en fait entre eux et l'utilisateur final, quoi. Alors, je ne sais pas si ça répond exactement ou si Oui. Surtout qu'en fait, l'exemple est pertinent parce qu'on travaille déjà avec justement les Hautes-Pyrénées sur ces problématiques d'accessibilité pour les personnes déficientes, handicapées, etc. Mais c'est vrai que toute cette masse de données qui est à disposition du public est
De l'autre côté, des personnes qui ont des handicaps, des difficultés et qui représentent une grande partie de la population, je pense que là, il y a quelque chose aussi à faire, à valoriser, à faire pour justement valoriser cette masse de données, que ce soit les collectivités, les entreprises et autres. Surtout que même au sein des entreprises, des collectivités, les travailleurs, on retrouve des daltoniens, on retrouve des dyslexiques, on retrouve toutes ces caractéristiques-là. En effet, il y a un vrai travail de sensibilisation des utilisateurs finaux à ce que c'est que la donnée, à ce qu'on en fait et comment en tirer une valeur. Je vous propose de passer sans transition à l'intervention donc de Gaël Philippe, qui travaille à Data Sulting. Je ne sais pas si tu es dans les parages, Gaël, mais c'est vrai que merci Gaël. Juste pour introduire un petit peu, c'est vrai qu'on a vu donc là jusqu'ici qu'il y a un vrai intérêt à aller s'outiller, à aller structurer un peu oui, ces données, à les enrichir, à bien réfléchir à comment les distribuer. Bon, c'est vrai que ça fait pas mal de défis en soi. Est-ce que, à travers ta présentation, on pourra avoir ce que vous faites de mieux, notamment, aussi peut-être répondre à cette question, si on devait faire cette première marche, si on devait escalader cette première marche, comment on s'y prendrait quoi, en tant qu'entreprise, TPE, PME? Voilà, je sais rien du tout, je sais juste qu'effectivement, il y a tout ça qui compte, que tout ça est possible. C'est quoi ma première marche, Gaël? Alors déjà, merci pour l'invitation. Et je voulais rebondir sur l'intervention d'Éric le constat qu'on partage, c'est que c'est l'humain qui doit être pris en considération en premier, avant même de parler technologie. Et je le vois et je l'entends au travers des échanges des experts, qu'on a notre propre jargon et qu'au final, on en oublie quelquefois l'humain qui est en face, qui est lui dans ses problématiques du quotidien. Et qui est consommateur au final quand il le peut et quand il le souhaite. Mais dans tous les cas, il faut se préoccuper de ces usages humains et il faut que ça reste quelque chose d'humain dans la relation qu'on va mener avec nos parties prenantes, entre guillemets. Donc, merci Eric pour sa question qui, quelquefois, est éludée dans ces débats autour de la data. Donc, moi, en fait, effectivement, je vais revenir sur qui est Data Sulting et pourquoi on s'intéresse à ces sujets. Et je vais chercher à répondre à ta question. De comment, c'est quoi la première marche, ou comment en tout cas nous on l'aborde et on se propose de l'aborder. Donc j'ai également une petite présentation à partager, si j'y arrive. Je t'en prie, vas-y. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit la fenêtre, en effet. Est-ce que tu peux zoomer? Ouais, carrément, super. Super. Donc, simplement pour revenir sur Data Sulting ou sur l'intérêt de notre intervention, aujourd'hui, la question qu'on se pose, et on est aussi sur ce marché de valorisation des données, c'est par où commencer. En fait, la Data Sulting est venue d'un constat tel que celui qu'on vient tous de partager, c'est-à-dire aujourd'hui, on est assis sur une mine d'or, le pétrole, enfin après vous l'exprimez comme vous voulez. Il y a un vrai potentiel par une exploitation innovante et efficace de ces données, mais toujours en gardant en tête qu'il faut que ce soit au service de l'homme et au service des métiers, au service de l'entreprise au sens large, en créant de la valeur. La valeur peut être soit au service de la performance, mais elle peut aussi être au service de l'humain sur d'autres cas d'usage. Et c'est justement là toute notre réflexion, c'est ces fameux cas d'usage qu'on va souhaiter adresser en priorité. Donc c'est pour ça qu'avant de vous parler de la donnée, je vous parlerai des hommes. Hop, pardon. Petit quoi, c'est mon grand-père qui m'appelle en live, qui utilise depuis peu WhatsApp. Donc, petite anecdote, mais comme quoi tout le monde peut se mettre au digital. Donc, pour revenir sur l'humain, c'est pour ça le côté humain, c'est marrant, mais c'est un trait d'union. Comme quoi, on peut garder du lien, même en étant à distance dans des situations compliquées. Donc, simplement, nous, on est une équipe d'une dizaine de personnes donc dédiées à la valorisation et à l'analyse des données. On est basé sur Montpellier, fait très exactement à Pérols. On a des équipes assez pluridisciplinaires puisqu'on a en gros 3 métiers. Un métier de conseil, puisqu'on se préoccupe principalement des métiers et des problématiques de nos clients. Donc, on voit comment les accompagner de manière stratégique au travers d'une réflexion commune avec leurs équipes métiers. On a également une démarche de data science, bien entendu, puisqu'on a des data scientists en interne qui, eux, vont travailler la donnée pour la faire parler et répondre justement à ces problématiques métiers. Et dernière brique, pour que tout ça soit opérationnel et réalisable, on fait en sorte aussi d'avoir des gens qui sont capables de réaliser les solutions que l'on va imaginer ensemble avec nos clients après avoir fait une première démarche d'études, on va dire, empirique. Donc voilà, je reviendrai rapidement sur notre positionnement.
peut-être simplement pour vous donner un aperçu de l'univers de la valorisation des données. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est surtout d'accompagner les sociétés avec lesquelles on va travailler. Aujourd'hui, on se concentre beaucoup sur l'accompagnement des PME, puisqu'on travaillait, alors on est 3 associés, on a tous travaillé pendant une vingtaine d'années avec des grands comptes parisiens, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que la difficulté, elle n'est pas uniquement sur des problématiques techniques, mais également sur des problématiques d'accès à l'information et la maturité, la connaissance en interne des entreprises. Nous, on travaille beaucoup avec des dirigeants d'entreprise qui nous disent « Ok, moi, je vois bien que j'ai du potentiel, je ne sais même pas si j'ai des données au final. Enfin, moi, j'ai des questions, je ne sais même pas si j'ai des données. Qu'est-ce que c'est une donnée qui est exploitable ?» Donc, on rentre sur ces thématiques-là. Donc, l'apport de conseil est extrêmement important. Et on va aussi les accompagner dans leur maturité. Et c'est pour ça qu'on a une réelle vocation. Et notre mission, c'est aussi d'accompagner les structures avec lesquelles on va travailler dans leur obtention de leur propre autonomie sur ces sujets de data pour qu'ils puissent mettre en place leur propre cas d'usage et qu'ils puissent développer la performance de leur entreprise grâce à nos apports d'experts, mais qu'on puisse leur donner leur envol par la suite. Donc, je reviendrai rapidement sur notre offre et puis après, on passera dans ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est par où commencer. Nous, on intervient sur différentes briques de la chaîne de valeur, on va dire, de l'exploitation, de la valorisation des données. Donc, la partie stratégie, c'est celle qu'on va aborder plus prioritairement aujourd'hui. On travaille sur des sujets de connaissance client. Quand on parle de connaissance client, aujourd'hui, tout le monde dit, voilà, j'ai un CRM, j'exploite des données plus ou moins. Ben, nous, on va creuser tout ça. On va dire au client, quelque part, donne-moi toutes les données que tu as, des interactions que tu peux avoir avec tes propres clients. Est-ce que tu as du SAV? Est-ce qu'il y a des appels téléphoniques? Est-ce qu'il y a des factures qui sont émises? Est-ce qu'il y a un CRM qui permet d'avoir des infos sur tes clients? Et à l'aide de ces informations-là, l'aider à détecter les actions qu'il va pouvoir développer, le ROI potentiellement qu'il va pouvoir augmenter sur ses actions marketing, les nouvelles démarches commerciales qu'il va pouvoir optimiser au travers d'une meilleure connaissance de ses interactions avec ses clients. Troisième brique, c'est la collecte de données. Donc là, je reviendrai sur ce que disait Open Data Soft. Ce que disait Frédéric, qui est très juste, c'est qu'aujourd'hui, il y a pléthore de données et c'est de plus en plus ouvert. L'open data nous donne possibilité d'accéder à de plus en plus d'informations. Encore une fois, nous, les clients qu'on adresse, quelque part, ils ne savent pas, ils n'ont pas envie de savoir quelles sont ces sources, ou quand ils le savent, c'est qu'ils ont commencé à embaucher des gens en interne qui sont capables de les manipuler ou d'aller les sourcer. Nous, on leur apporte la possibilité aussi d'aller chercher les bonnes données qui vont permettre de répondre à leurs problématiques et à leur cas d'usage. Je vous donne un exemple très concret. On travaille avec un musée dont la problématique est d'anticiper l'affluence. Alors en ce moment, c'est compliqué puisqu'il n'y a pas grand-chose, donc on ne peut pas anticiper grand-chose. Pour autant, en période normale, il a des flux importants de touristes et il est en train de lancer un nouveau service qui est la billetterie en ligne. Et ce nouveau service, il y a un engagement de qualité de service qui est de dire il faut que tout le monde, tous ceux qui vont acheter un billet en ligne, vont attendre un maximum de 30 minutes. Pour pouvoir atteindre cet objectif, la donnée ou l'information qu'il va pouvoir collecter est essentielle. Donc, on a une source qui est la billetterie, qu'il a déjà. On a une autre source qui est le comptage à l'entrée du musée. Mais ça ne suffit pas pour anticiper et prédire l'avenir. Et donc là, on a besoin d'enrichir le modèle avec des données de météo, avec des données de calendrier scolaire, etc. Et ça, ces données se trouvent alors plus ou moins facilement sur la toile et permettent d'enrichir nos modèles de prédiction de l'activité ou de l'affluence. Ensuite, on a une activité d'optimisation. Alors là, on parlait de performance des points de vente et d'optimisation des parcours clients. Donc là, encore une fois, à l'aide des données. La BI, tout à l'heure, Romain en a parlé. Comment mieux piloter au niveau de chacun de ces métiers à l'aide de données qu'on va pouvoir activer. Donc, comment on organise tout ça? Et bien entendu, le tronc commun, c'est la data science. C'est comment on fait en sorte de mettre l'intelligence artificielle au service de sa performance et de son business. Donc, je vous proposerai d'enchaîner tout de suite avec un focus sur la stratégie data. Et pour nous, la stratégie data, c'est quoi? C'est 1, commencer par les usages. Et 2, quels usages il faut prioriser, lesquels vont pouvoir potentiellement générer le plus de valeur pour moi et tenir compte de l'effort que je vais devoir faire chez moi en tant que structure, que société, quel effort je dois faire pour pouvoir mettre en place ces usages. Est-ce qu'il faut que j'embauche? Est-ce qu'il faut que je mette en place des ressources extérieures? Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Donc, ça va nous permettre aussi de cadencer et de prioriser. Pour ceux qui sont dans le milieu de l'informatique, c'est de faire sa roadmap stratégique. Voilà. Avant de parler technique, on ne parle jamais technique. D'ailleurs, nos premiers interlocuteurs sont bien souvent des interlocuteurs métiers, le DG, le directeur marketing, le DAF, qui ont des préoccupations métiers. Donc là, la première démarche, j'appellerais peut-être pas ça conseil, mais la première vision que l'on peut avoir, c'est déjà d'avoir une démarche structurée.
on a beaucoup… il y a un micro ouvert. Hop, on a beaucoup vu des clients qui commencent par la technique. Je ne sais pas, j'entends quelqu'un. Je crois que c'est Clément. C'est bon, on la mute. Ah, c'est bon, merci. Du coup, on a beaucoup de clients qui commencent par la technique. La problématique, c'est qu'on rentre bien souvent, quand on commence par la technique, par des projets tunnels, parce que la technique a bien souvent tendance, ça c'est les ingénieurs au sens large, à aller chercher à faire les choses parfaites. Et quand on veut faire parfait, on commence à aller voir tous les métiers et puis à dire mais qu'est-ce que tu veux, de quoi tu as besoin, puis tac, et puis finalement le projet n'aboutit pas parce comme on veut la solution parfaite, on a du mal à sortir du tunnel. Donc nous, on a plutôt tendance à dire commençons par le métier. Première étape, quelle est la vision? Quelle est votre stratégie? Quels sont vos enjeux d'entreprise dans les 2, 3, 5, 10 ans à venir? Posez-vous ces questions et voyez en quoi la data peut contribuer à une évolution de votre modèle. Le modèle, ça peut être le modèle économique, ça peut être l'apport de nouveaux services. En ce moment, on est consulté par des cabinets d'expertise comptable. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui est clairement impacté par l'arrivée entre guillemets, des experts comptables digitaux qui sont sous forme de robots, qui vont vous faire toutes vos démarches administratives pour 300 € par an et qui disent, si vous voulez du conseil, ce n'est pas nous. Par contre, si vous voulez de l'automatisation de toutes vos relations avec le service public, on sait faire. Et le conseil, on est des partenaires. Donc aujourd'hui, ils se retrouvent très fortement challengés par ces nouvelles approches. Donc la vision et le comment je dois être dans 5-10 ans est extrêmement importante. Deuxième étape, une fois qu'on a passé cette couche, c'est de se dire, quelque part, quels sont les cas d'usage que j'aimerais adresser? Quelles sont les problématiques qu'aujourd'hui je n'arrive pas à résoudre et dans lesquelles la donnée pourrait être un moyen d'y répondre? On va avoir, alors nous, aujourd'hui, on a des approches en atelier avec des clients, on a des multiples cas d'usage qu'en plus, on va enrichir de par notre expertise et les possibilités que peut offrir la donnée. Mais derrière, encore une fois, on va challenger tout ça. Et l'idée, quand on challenge ces cas d'usage, c'est OK, ça, c'est extrêmement intéressant pour toi. Pour autant, est-ce que c'est possible et réalisable à court terme? Avec quel effort et quelle valeur tu vas dégager avec ce cas d'usage? Pour nous, le ROI, ça reste un fil conducteur pour valider les cas d'usage. Troisième étape, la gouvernance. Tout à l'heure, c'est Romain et je crois que plusieurs personnes sont revenues sur ce sujet. Encore une fois, la gouvernance, alors selon la taille des structures, on va changer de manière de gouverner ces sujets-là, mais il est extrêmement important de définir qui va être le sponsor et d'impliquer des sponsors métiers. Attention à ne pas déléguer des sujets data à des gens uniquement techniques, parce qu'on risque de perdre le contact avec le métier. Et si on revient sur la partie humaine qui était évoquée tout à l'heure, tous ces gens qui pratiquent du lean management, etc., le savent pertinemment bien. Si on se déconnecte de la réalité du terrain, on a tendance à faire des choses pour se faire plaisir et on oublie qui va utiliser et comment ça va être utilisé. Donc, encore une fois, la responsabilité de la gouvernance, il est important, si ce n'est d'avoir une gouvernance métier, d'avoir une gouvernance avec des binômes, avec des gens qui gèrent à la fois les données, mais d'autres qui sont aussi en charge du pilotage sur la partie métier. Et ensuite, on va s'intéresser aux sous-couches qui sont les architectures fonctionnelles et ensuite les architectures techniques. Quels choix technologiques on va faire, quelles architectures on va pouvoir privilégier en fonction, encore une fois, des usages qu'on aura priorisés. Si on veut faire du temps réel, ce n'est pas la même chose que si on veut faire des choses qui vont être consommées de manière hebdomadaire. Si on a besoin de consommer les choses dans un département marketing uniquement avec des statistiques, on ne va pas les faire de la même manière que faire d'alerting sur des problématiques métiers terrain. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on pourra aborder, mais encore une fois, nous, on a cette logique de pyramide, commencer par la vision et redescendre sur les couches techniques à la fin. Alors, quelques recommandations si je vais faire une petite synthèse. Donc, on l'a déjà évoqué. Fixer l'ambition, prioriser les usages. Bon, là, je vous ai montré une petite map de priorisation des usages en fonction de leur impact et du côté rentable, entre guillemets. Chaque entreprise va avoir des usages et des problématiques différentes à adresser. Effectivement, par métier, on va retrouver des troncs communs. Et d'ailleurs, il y a des choses qui existent. Là, typiquement, dans notre exemple, on a le yield management, qui est un sujet adapter le prix en fonction de la demande. On voit que dans ce cas de figure, finalement, ça va être assez complexe de le mettre en œuvre pour un retour sur investissement qui n'est pas si évident. Alors qu'il y a d'autres cas d'usage qui sont beaucoup plus héroïstes à court terme. Deuxième niveau, lister les moyens. C'est quoi l'état des lieux? Aujourd'hui, quelles sont les données qui sont disponibles? Et parmi ces données, est-ce qu'il y en a qui me manquent? Est-ce qu'il y en a qui sont incomplètes? Comment je vais pouvoir les compléter? Et typiquement, dans cette phase-là, on peut aussi se poser la question de l'intérêt d'enrichir avec des open data. Parce que ces open data vont pouvoir alimenter
ma réflexion avec une vision centrée client. Quels sont les éléments qui vont me permettre d'améliorer ma connaissance de mes clients? Si j'ai des infos sur le RCS ou si j'ai des infographes sur des gens qui font du B2B, moi, ça m'intéresse en tant que personne qui cherche à prospecter ou développer ma clientèle dans ces secteurs. Je veux connaître la solvabilité. Enfin, bon, il y a plein de choses qui sont activables en fonction des cas d'usage que je veux adresser. Et puis, bien entendu, évaluer le coût de la stratégie des technologies et puis définir cette fameuse trajectoire pour atteindre l'ambition qu'on s'est donnée. On aura tous des ambitions différentes, on aura tous des problématiques différentes. L'open data n'est pas un prérequis. Elle vient enrichir, mais quelquefois, de travailler déjà bien les données CRM, c'est déjà une bonne première étape. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête. Chacun ses moyens et chacun son ambition. Donc là, je voulais simplement vous partager alors, c'est un exemple d'approche de projet de data science. Donc là, je reviens sur le projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le projet pour le musée, sur lequel on a avancé par étapes. En fait, ce qui a été intéressant avec eux, et on revient sur l'humain, c'est comprendre leurs problématiques quotidiennes. Ce musée rencontrait des problématiques d'organisation de ces flux au niveau de différentes portes d'entrée. Donc, ils avaient 3 portes d'entrée, et sur ces 3 portes, il y avait des flux qui étaient plus ou moins disparates, qu'ils organisaient plus ou moins bien. Et donc, ils avaient d'une part difficulté à gérer ce flux, et puis le flux arrivait de manière spontanée, et des moments, ils avaient des coups de rush, d'affluence, etc., qu'ils avaient du mal à contrôler. Donc, première chose, c'est nous, on s'est mis quelque part dans la peau du client, on a été sur le terrain, on a cherché à comprendre les problématiques métiers par des ateliers, mais pas que, de l'observation également de toutes ces problématiques-là. Ça nous a permis de faire un état des lieux avant de commencer cette étape de collecte des données, de préparation des données qui nous permettait de répondre à ce cas d'usage, qui est au final un outil pour mieux piloter la performance de l'accueil des visiteurs dans ce musée et pour garantir les 30 minutes d'attente. Donc les 3 étapes qu'on se met pour chacun de nos projets, c'est 1, on commence par le métier, 2, on prépare les données qui nous seront nécessaires pour répondre à ce cas d'usage, on modélise. Alors quand on parle de modélisation, c'est-à-dire qu'on cherche à modéliser les comportements des visiteurs, on teste, on marche par itération, c'est-à-dire qu'on va faire des ping-pong avec le client pour dire est-ce que ça te semble coller à la réalité? Et donc, ces interactions sont extrêmement importantes et on est vraiment dans des démarches agiles avec eux. Et pour ensuite mettre en place des plans d'action très concrets permettant à la fois de piloter la performance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais juste démystifier quelque chose. Quand on parle d'intelligence artificielle qui tourne toute seule, aujourd'hui, qui tourne tout seul, c'est faux, puisque aujourd'hui, on doit entraîner l'intelligence artificielle. Donc, soit vous le faites de manière manuelle, et nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on accompagne le client et on réajuste les choses dans le temps, soit vous mettez en place des process qui permettent de l'automatiser. Mais dans tous les cas, il y a besoin de l'entraîner pour qu'elle soit pleinement opérationnelle. Donc là, ici, c'est un exemple avec intégrant la météo, c'est ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Donc, des cas d'usage, moi, je pourrais vous en citer un grand nombre. Ce qui est important, c'est, encore une fois, là, j'en ai mis quelques-uns, c'est de commencer par la problématique métier, c'est-à-dire, OK, moi, qu'est-ce que je veux faire concrètement? Je veux mettre de l'IA dans mes process ou je veux dégager une marge nette plus importante en vendant des logiciels? Est-ce que je veux, là, typiquement, on a travaillé avec une office de tourisme. L'office de tourisme, eux, ils souhaitent convertir des visiteurs professionnels en visiteurs touristiques. On ne s'est pas posé la question au départ. La première question qui a été posée, ce n'est pas de savoir s'ils avaient un data warehouse ou pas. Ça arrive après. Donc, c'est pour ça que nous, on a commencé à avoir… Alors, ça, c'est plus pour répondre aux attentes des PME et notamment localement, parce que pour être très transparent, je me suis pris les pieds dans les filets un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire ayant bossé pendant longtemps avec des grands comptes. Je suis arrivé avec mes gros sabots, avec des offres plus ou moins dimensionnées, sur mesure, etc. Le problème, c'est qu'on doit commencer en se posant déjà les premières questions de pourquoi j'irai et comment j'irai. Donc, on a mis en place une sorte de petit diagnostic. Alors, vous verrez, c'est assez simpliste. On l'a commencé. Alors, on a profité d'une opportunité qui est cette période de confinement qui nous a permis aussi de nous reposer les bonnes questions chez nous et de dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut partager qui permettent à nos prospects, nos clients de se poser les premières bonnes questions, les partager avec nous et qu'on échange sur quelle est la valeur qu'ils pourraient dégager avec leurs données. Donc ça, on a mis en place un premier petit module qui est donc c'est une petite enquête qui dure une dizaine de minutes. Je vous ai mis le lien là pour ceux que ça intéresse et qui va vous permettre de commencer à évaluer votre potentiel data, mais au travers d'un échange. Clairement, c'est de commencer à créer le lien et de vous donner envie d'aller un petit peu plus loin. Donc, de voir où vous en êtes dans votre maturité data. Deuxième étape, et c'est là où on a développé une démarche un peu plus importante, c'est aujourd'hui, on revient sur ce sujet stratégique et je reviens à la question de départ qui est de dire comment je fais pour mettre le pied à l'étrier. J'ai dû
dire non à certains prospects qui voulaient commencer tout de suite par la solution, tout de suite par « mais j'aimerais faire automatiser ça, mettre de l'intelligence artificielle dans l'optimisation de mes tournées. » Non. Et au final, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas les conduire vers l'échec en commençant par quelque chose qui va leur coûter cher, sur lequel on n'est pas sûr que ça génère du ROI. Et trouvez-moi quelqu'un qui arrive à vous prouver que vous allez générer 17% de marge supplémentaire si vous mettez en place tel robot. Je vous dirais c'est un super menteur. Donc nous, ce qu'on préfère, c'est rentrer dans les problématiques du client en disant voilà, faisons un état des lieux, faisons un tour de vos cas d'usage, ceux que vous aimeriez mettre en œuvre. Quelle techno vous avez? Est-ce que vous avez un CRM? Vous faites comment? Vous gérez votre facturation, etc. Quelles sont vos sources de données en l'occurrence? Pour ensuite travailler avec eux sur la projection, cette fameuse ambition et les fameuses compétences ou technologies, solutions dont ils vont devoir disposer. Deuxième approche de ce diagnostic, donc on le fait à moitié en présentiel. Alors en ce moment, on fait tout en visio. D'ailleurs, on arrive à dérouler complètement en visio. L'intérêt, c'est qu'on arrive à faire financer ce type de diagnostic à 50% par la BPI, parce qu'en fait, on fait valider le dossier, ils prennent en charge parce qu'ils cherchent à accompagner forcément les sociétés sur l'innovation. Et donc, ça les intéresse d'avoir quelque part un garant de la qualité d'une première étape, de cette première brique, qui va permettre de générer des actions concrètes derrière, mais qui sont pensées de manière méthodique, budgétée et priorisée. Voilà, donc je pense avoir fait, alors je n'ai pas regardé le timing, mais je pense avoir fait le tour de notre question. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je reste disponible. En effet, merci beaucoup, Gaël. C'est super intéressant. Effectivement, on parle de retour sur investissement et c'est vrai que souvent, on a tendance à mystifier un peu ce que c'est que la data, à vouloir mettre de la solution de base, sans peut-être avoir réfléchi à quelque chose de concret en lien avec la problématique réelle sur le terrain, avec les équipes et leurs préoccupations. En tout cas, je trouvais ça très intéressant de voir qu'on revient à une approche déjà par les usages. Moi, je suis plutôt un spécialiste des usages en l'occurrence. Donc, ça me fait d'autant plus plaisir que vous ayez développé ça dans cette optique-là, en tout cas avec ce point de départ-là. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, vous pouvez lever la main, comme je disais, sur le chat. Et puis sinon, on pourra peut-être passer à notre dernier intervenant, notre grand témoin. Qui veut prendre la parole? Je vois Eric qui Oui. lève la main. J'ai encore une autre question. C'est différent. On parle beaucoup de données. En fait, moi, dans mes outils, dans mes applications qui permettent en fait de rendre les sites internet tout ça accessible aux personnes qui ont des difficultés, du coup, je traite beaucoup je suis en capacité de traiter beaucoup de données, aussi bien sur des informations sur les personnes que sur ceux qui regardent, etc. Et ces données, je les valorise pas du tout, je les utilise pas aujourd'hui, et je me suis toujours demandé comment je pourrais justement les valoriser. Et je me demandais si les intervenants qui avaient autour de la table aujourd'hui ne pourraient pas m'aider à y voir un peu plus clair et à me trouver peut-être la bonne idée. Alors, la bonne idée, je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un a la bonne idée. Je pense que c'est toi qui a le plus d'idées sur ce que tu pourrais faire des données que tu partages et que tu utilises. Par contre, avec plaisir, tu l'as vu, nous, on a une première démarche qui est complètement désintéressée, d'échanger en visio comme on le fait aujourd'hui sur ton métier, comment tu travailles et puis comment tu pourrais adresser ce sujet. Ça peut être une première étape qui permettrait peut-être de débloquer les étapes suivantes. Tout à fait. Mais déjà, ça commence. Merci. Gaël, vous êtes basé à Montpellier, c'est ça C'est ça. Je suis basé encore plus. Je suis à Vaillocès, pour être très précis. Là, je ne bouge pas. D'accord. Ok. Et oui, c'est vrai qu'on a aussi pour vocation dans ces 5 à 7 de faire du lien. Donc, je vous invite à prendre contact tous les deux, Eric et Gaël. Ça peut être. Je vous ai laissé mes coordonnées. J'ai fait en sorte qu'elles soient visibles. Ouais. Bon, mais super. En tout cas, si je peux me permettre de rebondir sur ce que Gaël a dit, la plupart des besoins tels que ce que Eric propose, souvent dans ces nouvelles façons de travailler maintenant dans les entreprises telles que les 3 qui ont été présentées aujourd'hui, il y a toujours maintenant une sorte d'approche que nous on a appelée POV, Proof of Value, qui en fin de compte ne va pas proposer réellement de technologie comme le dit Gaël, mais va d'abord dire qu'est-ce que vous voulez, quelle image vous voulez,
Et si vous n'avez éventuellement que de la donnée, on peut éventuellement vous faire un panel de possibilités, c'est-à-dire prendre un échantillon de votre donnée, vous montrer ce qu'on peut faire avec et comment on la restitue, et voir si c'est quelque chose qui vous convient, ne serait-ce que dans le principe, ou au moins dans la finalisation, c'est-à-dire la visualisation, et voir si après vous voulez partir sur cette direction-là. C'est souvent qui tout double en fait. C'est soit vous savez quoi en faire et derrière on organise pour vous la façon de le faire, ou soit vous ne savez pas alors que vous avez la donnée et derrière on vous propose des façons de restituer qui vont peut-être engendrer et vous donner des idées en disant ah oui c'est pas bête, donc ensuite derrière je pourrais peut-être faire ça. Effectivement, je note l'intérêt de pouvoir aussi avoir des aperçus de ce qu'on peut faire. C'est vrai que c'est intéressant aussi, ça peut donner des idées. Merci Romain pour ton intervention. Et Euh, Louis, Frédéric, ouais, juste pour compléter le tableau, comme ça, Eric aura un tripartite. Simplement pour dire que là encore, on l'a évoqué tout à l'heure, Gaël le disait notamment sur l'aspect enrichissement par l'open data. C'est-à-dire que potentiellement, il y a aussi des sources qui, une fois que vous aurez identifié, que vous aurez fait toute votre analyse de ma finalité, mon client final, qu'est-ce que je veux lui apporter, quel service, etc., peut-être des sources existantes qui viendront nourrir vos propres sources de données pour proposer un service plus complet, plus abouti. Merci pour ton complément, Frédéric. Bon, merci beaucoup pour ces 3 interventions. Je propose qu'on écoute peut-être, si j'ose demander en tout cas à M. Bertrand Monthubert de voir ce qu'il a pensé un peu de ces interventions, en tout cas dans son quotidien, comment on traite cette question de la valorisation de la donnée en Occitanie ou ailleurs, je ne sais pas, et à quoi c'est relié aussi. On l'a un peu vu, hein, en off, en amont, Bertrand, tu le disais, il y a aussi un travail à faire sur l'éthique. Vous avez beaucoup avancé sur ce chantier-là. Certains vont le voir comme une contrainte, d'autres vont le voir au contraire, et c'est peut-être mieux comme ça, comme une manière de respecter au maximum et de donner confiance aussi au maximum en les services, les usages et en ce qu'on fait de la donnée. Peut-être un petit témoignage de notre grand témoin. Je ne sais pas si Bertrand, tu es dans le coin. Je suis dans le coin. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Oui. Parfait. Oui. Parfait. Oui, écoutez, merci. Alors, le terme de grand témoin est un costume un peu grand pour moi, honnêtement. Donc, je vais parler de manière beaucoup plus modeste que cela. Mais en tout cas, merci pour les présentations qui ont été faites et qui sont extrêmement intéressantes parce que elles rentrent, j'ai envie de dire, dans la réalité de ce qu'est l'usage de la donnée de manière très sérieuse et bien loin de certains discours évangéliques et finalement qui parfois vendent un petit peu de rêve. Là, vous matérialisez avec les exemples que vous donnez, à la fois bien entendu les opportunités extrêmement importantes qu'il y a avec la donnée, mais le besoin de le faire très sérieusement, de le prendre dans le bon sens. De partir des usages avant de parler de la technique, de savoir ce qu'on a envie de faire avant de savoir de se dire tiens mais j'ai des données, qu'est-ce que je pourrais faire avec et donc c'est tout à fait précieux. Peut-être ce que ça m'évoque, et je vais en venir effectivement à ce que sont les axes de travail d'Occitanie Data et avec moi il y a plusieurs personnes. J'ai repéré au minimum évidemment Olivier Auradou, le délégué général qui est présent, je crois aussi Didier Bosque qui est l'animateur de la commission modèle économique. Ce qui est, je pense, intéressant qui ressort de ces interventions précédentes, c'est d'une part qu'on parle beaucoup de valorisation de la donnée sans savoir réellement donner une valeur précise à la donnée. La question de qu'est-ce que la valeur de la donnée est une question lourde sur laquelle on a travaillé et sur laquelle j'évoquerai un petit peu là où nous en sommes en termes de réflexion et peut-être aurez-vous des contributions et nous en serons ravis évidemment. Et puis d'autre part, le fait que ça a été quelque chose de permanent dans les différentes interventions, on voit bien que ce qui est important, c'est pas tant les données qu'on a, mais c'est la manière dont on enrichit les données qu'on a avec les données qu'ont d'autres organisations. Et derrière ce sujet-là, il y a évidemment la manière dont on va réussir à
récupérer ou en tout cas faire des traitements de données qui sont entre des organisations multiples et avec derrière des questions essentielles comme celle de, premièrement, est-ce qu'on a le droit? Deuxièmement, est-ce que c'est bien? Et troisièmement, on fait comment d'un point de vue économique? Et ces questions-là, elles sont au cœur de ce qui a conduit à la création d'Occitanie Data, c'est-à-dire le souhait de développer l'économie de la donnée, mais de manière très responsable, alors que on connaît d'autres initiatives dans d'autres pays où finalement on s'est un petit peu assis sur ces questions-là, ce qui donne lieu à des questions extrêmement lourdes aujourd'hui. Permettez-moi juste un mot d'ailleurs, qui est finalement lié un petit peu à un contexte d'actualité. Nous avons fait un choix Occitanie Data, c'est de travailler uniquement avec des entreprises françaises. Elles pourraient être européennes, donc pour l'instant on est sur des entreprises françaises, mais nous avec des entreprises mondiales, même quand elles ont des bureaux en France, alors qu'elles peuvent être, pour certaines d'ailleurs, très soucieuses des conditions dans lesquelles nous sommes, mais nous avions cette conviction que un des enjeux, si on veut avoir un développement de l'économie de la donnée, c'est aussi de travailler sur les questions de souveraineté. Il est assez intéressant dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui avec la crise sanitaire du Covid-19 de voir que les questions de souveraineté sont revenues sur le devant de la scène de manière extrêmement importante. Souveraineté sur la question de production de masques, souveraineté sur la question des principes actifs dans le domaine de la pharmacie, puisque nous avons découvert de manière stupéfaite que nous étions totalement dépendants de la Chine pour la production d'un certain nombre de médicaments, ce qui donc, dans un contexte de crise comme celui d'aujourd'hui, lié à une incapacité de production temporaire, évidemment, mais qui pourrait être aussi l'objet tout simplement de guerres commerciales ou pire, nous montre qu'on est en situation de fragilité. Il en est de même dans le domaine de la donnée. Le fait d'être dépendant des capacités extrêmement importantes qu'ont en particulier les entreprises américaines dans le domaine de du traitement de la donnée est quelque chose qui est dangereux pour notre capacité à décider pour nous-mêmes en tant que citoyens français ou européens. Et il est évidemment essentiel de se projeter là-dessus. C'est un choix que nous avons fait ici en région Occitanie. Ce n'est pas forcément le même choix qui a été fait partout. On sait bien que dans le même temps, beaucoup se sont félicités des installations de tels labos de Google dans telle ville en France ou de Facebook, etc. Nous considérons qu'il y a le besoin d'encourager les entreprises françaises et les entreprises européennes dans ce domaine-là. L'autre aspect, et je l'évoquais, c'est le besoin évidemment que ces traitements de données ils soient faits dans un cadre, je vais dire, avec un terme extrêmement vague, respectueux. On le sait, ça n'est pas comme ça là que ça s'est développé aux États-Unis, mais avec quelque chose qui leur revient un petit peu en boomerang, avec des éléments de contestation qui existent au sein même d'ailleurs des grandes entreprises du numérique, où on voit des salariés protester sur un certain nombre de projets et être extrêmement vigilants sur la manière dont les choses peuvent se passer en interne, mais aussi sur un certain nombre de grands projets sur lesquels des entreprises ont été en difficulté. Je pense particulièrement au projet Cyvoclab à Toronto, Cyvoclab est une filiale du groupe Alphabet, c'est-à-dire la maison mère de Google, et qui a généré une contestation citoyenne extrêmement forte. Nous considérons à l'inverse que nous avons besoin de travailler sur le cadre éthique et le cadre économique pour favoriser un bon partage de la donnée, et que ce ne sont pas des contraintes, mais bien au contraire des leviers. Ce qui est très frappant dans beaucoup d'exemples qu'on connaît, certains peut-être qui ont été donnés aujourd'hui, mais aussi d'autres, c'est que beaucoup d'acteurs aujourd'hui ne s'autorisent pas à opérer un certain nombre de traitements de données, à enrichir un certain nombre de leurs données, parce qu'ils ne sont pas complètement clairs sur la légitimité de le faire.
ni au niveau juridique. Et évidemment, ils sont inquiets parce qu'il peut y avoir des responsabilités et des sanctions qui peuvent être lourdes. Donc, bien entendu, ils prennent ça au sérieux, mais y compris parce que il y a, et il faut le saluer, une posture de responsabilité de beaucoup d'entreprises, et sans doute de la très grande majorité d'ailleurs, qui ne souhaitent pas faire n'importe quoi et qui savent d'ailleurs que si elles faisaient n'importe quoi, bien, ça leur reviendrait dans la figure et les clients partiraient aussi vite. Et donc, on a cette situation souvent un petit peu bloquée parce que l'absence d'un cadre clair dans lequel on peut véritablement conduire son activité, ben ça, c'est un frein en réalité pour l'activité. Si on prend là encore l'actualité et en particulier tout le débat autour des applications de suivi dans le cadre du Covid-19, je trouve qu'il est extrêmement frappant de voir comment le débat part souvent sur des bases que je trouve assez étonnantes ou surréalistes, ou en tout cas qui montrent plus précisément que l'absence de cadre de confiance eh bien, génère énormément de craintes et va sans doute nous empêcher de mettre en œuvre des outils qui sans doute sont des maillons importants dans le cadre d'un dispositif du sortie du confinement. Donc, je pense évidemment à la question de l'appli Stop Covid, y compris sur la manière dont, d'emblée, au niveau européen, ça a été posé et où on peut éventuellement s'interroger. Alors, pour être tout à fait direct avec vous, je ne vais pas prendre de position sur Stop Covid ce soir avec vous, ce n'est pas l'objectif, mais plutôt poser des questions et peut-être évoquer des manières dont on peut envisager d'y répondre, mais on peut aller jusqu'à s'interroger sur le fait que le préalable, que l'installation soit volontaire, que tout soit anonymisé, etc., soit forcément la bonne solution à partir du moment où on pourrait avoir une utilisation de l'application qui serait tellement faible que finalement elle serait plus efficace et donc l'application ne servirait plus à rien. Donc on a des éléments qui parfois sont des formes de cercle vicieux qui sont assez intéressants à regarder et au fond où on voit les différents acteurs être inquiets parce que le régime de défiance dans lequel nous sommes aujourd'hui, et c'est une réalité, il est particulièrement fort en France, eh bien, est un régime qui, au final, bloque la capacité à développer des innovations technologiques. Donc, c'est pour cela que dans Occitanie Data, nous avons choisi de travailler sur l'élaboration d'un cadre éthique, mais aussi d'un cadre économique pour le croisement de données. Pour ce qui est du cadre éthique, et donc je peux presque faire l'annonce ce soir devant vous, puisque c'est peut-être la première fois qu'on le dit publiquement, nous avons finalisé une première version d'une charte éthique du Big Data. Alors, des chartes éthiques dans le domaine de l'intelligence artificielle, il en existait déjà. La première, sans doute connue au niveau international, ça a été la Déclaration de Montréal pour une IA responsable. Il y a ensuite eu une initiative, une communication de la Commission européenne pour l'éthique de l'intelligence artificielle. Ces chartes sont importantes, elles couvrent beaucoup d'aspects, mais elles ne couvrent pas toujours spécifiquement les questions de data. Elles les couvrent sous l'angle, par exemple, de la question des biais sur les systèmes d'entraînement des algorithmes de deep learning, mais pas forcément d'autres aspects qui nous semblaient essentiels à faire. Et c'est pour ça que nous avons travaillé depuis un petit peu moins, il y a à peu près un an, sur la question d'une charte éthique et nous avons finalisé une version 1 que nous avons décidé de sortir de manière un petit peu anticipée par rapport à ce que nous comptions faire puisque nous allons mettre cette charte en débat, en concertation dans une méthode de design qui est réalisée avec un des co-concepteurs de la Déclaration de Montréal sur l'IA responsable, le professeur Christophe Abrassard de l'Université de Montréal, qui nous accompagne donc dans une démarche de test de notre charte éthique à travers des scénarios de design fiction qu'il rédige et sur des ateliers qui vont être animés, dont les premiers qui vont avoir lieu dans les prochains jours. Cette charte éthique, elle est présente sur le site d'Occitanie Data. Alors, comme j'ai rien partagé, moi, quand même, je ne veux pas avoir l'air idiot non plus. Je vais vous montrer que moi aussi, je suis capable de partager dans Zoom. Voilà le document. Vous pouvez, est-ce que vous l'avez? Je suis où là? Vous voyez, je devrais. Tout à fait, oui, on la voit.
Vous la voyez, c'est parfait. Donc, cette charte éthique, vous pouvez la trouver sur le site d'Occitanie Data. Et évidemment, je m'empresse de le dire, elle fera l'objet donc d'une deuxième version. Elle est destinée à être révisée et vous trouverez sur le site d'Occitanie Data, donc, y compris un formulaire pour pouvoir participer à cette dynamique. Mais néanmoins, nous avons décidé de la publier de manière un petit peu plus rapide que ce qui était prévu initialement, peut-être pour faire en sorte que le cadre soit peut-être le cadre du débat actuel soit un petit peu favorisé. La deuxième chose sur laquelle nous travaillons, c'est le cadre du modèle économique, hein, et Didier Bosque, donc, qui est présent, je crois, dans cette parmi les participants, je l'ai vu tout à l'heure, j'espère qu'il est encore avec nous, anime depuis un an un groupe. La question est bien, finalement, quelle est cette valeur de la donnée? Y a-t-il une valeur à la donnée? Nous avons fait plusieurs réunions avec des économistes de la Toulouse School of Economics, qui a notamment un Digital Center, comme vous le savez sans doute. Nous avons présenté d'ailleurs les travaux d'Occitanie Data. Ce qui est très intéressant, en l'occurrence, c'est de voir à quel point il n'y a pas aujourd'hui de travaux, ou très peu en tout cas, de travaux scientifiques sur les modèles économiques du partage de la donnée. Puisque au niveau mondial, les choses se sont développées plutôt par des entreprises qui rachètent les entreprises qui ont les données qui les intéressent. On est éventuellement sur un petit peu de marché, mais pas véritablement de partage. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est évidemment des problématiques qui peuvent être très variées. Parfois, évidemment, pour être dans un domaine, et ça existe déjà, et il y a des brokers de données, donc telle organisation a des données qu'elle va vendre à une autre organisation, mais pour beaucoup de données, on ne peut pas les vendre, on ne veut pas, ou éventuellement on ne veut pas s'en départir. Pour autant, on aimerait bien pouvoir faire des traitements en commun. Et on peut penser évidemment à beaucoup de choses, mais on peut penser en particulier à des données publiques. On a beaucoup parlé d'open data, d'ailleurs avec la présence d'Open Datasoft. Open Datasoft qui d'ailleurs est le système utilisé par la région Occitanie, hein, pour son portail Open Data. Donc on a tout le développement de l'open data, mais il y a aussi certaines données publiques qui ne peuvent pas être ouvertes de manière totalement libre. Et dès qu'on parle par exemple de données de santé, on est évidemment là-dessus, mais il y a beaucoup d'autres données qui ne peuvent absolument pas être mises en open data, sauf à être très fortement agrégées, mais auquel cas on perd évidemment énormément de richesse de cette donnée. Et si on veut faire des traitements de données qui utilisent des données variées de différents utilisateurs, se pose évidemment une question de valeur de cette donnée. Et évidemment, qui peut être vue à travers deux approches. La première qui pourrait être de se dire, est-ce que les données que j'ai ont une valeur en soi? Et je crois que globalement, les économistes nous disent, bah non, la donnée, elle n'a pas une valeur en soi, elle a une valeur par rapport aux usages qui vont être donnés, et donc par rapport à la valeur qui sera créée à partir de ces usages-là. C'est bien ça qui va permettre de l'établir. Et donc, si on passe du côté des usages, et donc du côté de la valeur qui est créée sur ces usages, ce qui nous semble essentiel, c'est qu'il puisse y avoir un retour équitable entre ceux qui ont permis que l'usage se crée. Ce qui est complètement différent d'ailleurs de ce qui se passe aujourd'hui. Alors on peut se dire, si on regarde le modèle économique, en particulier des GAFAM, qui pour beaucoup consiste à aller récolter de la donnée individuelle pour dégager de la connaissance permettant de vendre un service, en particulier de la publicité, et en échange donner un service gratuit avec des outils globalement bien faits aux usagers que nous sommes. Bon, c'est un modèle où on a une forme de contrat implicite dans le fait qu'on va offrir plein de données aux GAFAM contre le fait de pouvoir utiliser son Facebook ou le moteur de recherche ou je ne sais quel autre, ou YouTube. Bon,
C'est un modèle qui est très fortement déséquilibré, qui conduit à la création de quasi-monopoles et avec tous les dangers qu'il y a. Vous connaissez d'ailleurs le fait qu'aux États-Unis, ils souhaitent éventuellement démanteler certaines de ces entreprises, y compris certains fondateurs de Facebook ont considéré qu'il fallait là aussi démembrer l'entreprise. Nous essayons de travailler sur un modèle qui est différent. Et donc un modèle dans lequel la valeur puisse être répartie de manière équitable. C'est d'ailleurs un des principes de la charte éthique entre les différentes parties qui l'ont faite. C'est évidemment un vaste projet, vous l'aurez compris, qui est là. Et évidemment, nous ne le conduisons pas tout seul, nous le conduisons avec des partenaires dont un certain nombre d'entreprises. Alors Open Data Soft d'ailleurs est un partenaire d'Occitanie Data. Et puis des partenaires évidemment comme la Mêlée, puisque la Mêlée est un de nos partenaires. Et c'est absolument essentiel. Et c'est pour ça que j'étais ravi, non pas d'être un grand témoin, je ne me reconnais pas dans ce terme-là, mais juste d'apporter quelques réflexions personnelles liées à ce que nous faisons à Occitanie Data lors de cette session. Merci beaucoup Bertrand, c'était vraiment intéressant. J'espère que ça permettra effectivement à nos participants de faire résonner un peu tes propos avec leurs problématiques. On a bien vu à travers les interventions que oui, il y a des outils, oui, il y a aussi des méthodes, il y a d'autres données à enrichir, et puis il y a un cadre qui peut apparaître comme une contrainte, mais qui en fait peut être un vrai levier, parce qu'on l'a vu en matière de durabilité du modèle économique qu'on peut envisager. C'est une vraie clé que de se poser ces questions et de contribuer justement à cette réflexion qu'on a la chance de pouvoir mener et porter ici grâce à Occitanie Data et ses partenaires. Tu as dit partenaire avec la Mêlée. Je ne sais pas si Edouard, tu es par là. Alors je suis bien là. Merci Louis et merci beaucoup Bertrand pour ce brillant exposé. Effectivement, très heureux déjà que vous ayez pu finaliser la première version de la charte, de la charte éthique, qui est, comme tu le dis, vraiment, à mon sens, quelque chose d'indispensable. Donc, et très heureux qu'on puisse ce soir nouer ce partenariat. Donc, effectivement, ça fait quelques années qu'à la Mêlée, on est convaincu comme vous que la donnée, qui a un enjeu fondamental énorme sur la donnée. On travaille sur tout ce qui est lié aux usages numériques et que, évidemment, ça doit s'accompagner d'éthique. Donc, on a porté beaucoup de débats. On a organisé avec vous, d'ailleurs, plusieurs événements comme le Data Day, comme la Mêlée Géodata, des choses comme ça. Donc, l'éthique et puis, bien sûr, le modèle économique, parce que tout le monde dit que c'est le nouvel Eldorado, mais peu encore ont bien su s'en saisir. Et c'est une discussion d'ailleurs qu'on a, des parcours qu'on est en train de créer avec certains de nos adhérents, certains sont là comme Data Shooting ou Cinétique, pour créer des parcours de la donnée pour que tous, du plus petit au plus grand, puissent déjà comprendre les enjeux et puis savoir les mettre en place et les utiliser au mieux, mais toujours dans ce cadre éthique et sans se faire pirater, enfin je ne sais pas si c'est le bon mot, mais par des gros qui, eux, savent parfaitement quel trésor ils ont entre les mains. Et c'est pour ça aussi qu'on avait, nous, il y a déjà depuis pas mal de temps déjà, commencé à travailler, à échanger avec des boîtes comme Quant. Et d'ailleurs, on avait participé l'année dernière, c'était à l'élaboration d'une signature entre les différentes collectivités. Donc en tout cas, en Occitanie, c'est vrai que l'Occitanie, on est assez actif et motivé sur ces sujets. Comme tu disais, là où d'autres ont moins de scrupules, je dirais. Et je pense qu'ils sont
enfin, c'est pas forcément la bonne approche. D'autres régions, je ne sais pas lesquelles, hein, on ne va pas les citer, mais et donc on avait participé à la signature de ces chartes entre Quant et toutes les collectivités, je crois, locales. Il y avait la région, Toulouse Métropole, le Sicoval, le département. C'était pendant les journées qu'on avait organisées, Louis, pour lancer d'ailleurs le hub d'inclusion numérique RINOC. Hein, Le 7 octobre. Voilà, le 7 octobre. Voilà, donc, et c'est vrai que en plus dans cette période très particulière de confinement, finalement c'est une période qui est une période d'avènement du numérique, puisque on le voit bien, s'il n'y avait pas le numérique, on ne serait pas là en train de discuter, on ne serait pas là en train d'essayer de faire avancer ces projets. Donc je pense que c'est dans cette période qu'il faut donner le coup d'accélérateur que vous donnez. Et on continuera à être à vos côtés pour cela. Et donc c'est pour ce soir que nous aussi, c'est pour cela, je crois que nous aussi, nous signons ce soir notre accord de partenariat, qu'on se remettra physiquement plus tard, par la poste ou par voie électronique, mais en tout cas, ça sera une première, ça sera une signature de charte zoomée. Voilà. C'est ça. Écoute, on est ravis de signer effectivement cette convention de partenariat aujourd'hui, hein, sous ces modalités un peu originales, mais comme quoi, il ne faut pas que la vie s'arrête, hein, évidemment. Comment on procède Edouard, on y va chacun de notre côté. On n'a pas du tout préparé de signature électronique, donc on va le faire comme ça. On met une webcam. Voilà, avec les webcams, voilà. Moi, je suis sur la dernière page. On garde ce côté humain, donc ça reste beau. C'est ça. On voit. Mais pas jusqu'au bout. Hein. Alors, est-ce que la presse mondiale est là? Parce que comme on est en train de démanteler Google quelque part là, hein, oui, au moins. C'est un premier pas, en tout cas. Voilà. Et bien, nous signons alors. À force de pratiquer un peu, Edouard, j'imagine que ça va se finir par une coupe ou une bière, hein, tout ça. Oui, ça c'est sûr. Comme vous l'avez compris, on est entre la signature et l'happy hour. Alors, comment on fait? On signe là? Allez, voilà. Voilà, on signe. Donc, c'est un moment historique. Totalement historique. Voilà. On finira ça et puis on se verra pour de bon, hein, quand même. D'accord, bien sûr, on se verra. Voilà. Pour faire ça, hein, après le 11 mai. Ouais, le 11 mai. Bon, merci. Voilà, c'était la petite surprise que Louis avait préparée dans son déroulé. Bravo. Vous pouvez tous applaudir en live. Non, oui. Écoute, vas-y Louis, je te laisse poursuivre. Non, mais super. Enfin, franchement, moi, je suis hyper heureux d'avoir pu animer ce webinaire parce que voilà, je connais Occitanie Data depuis le début aussi. Je suis Bertrand Montubert et toutes ses productions avec son équipe. Hein. Je rappelle qu'il a toute une équipe aussi avec lui. Il y a Olivier notamment qui s'est connecté. Je sais aussi qu'à la mêlée, il y a pas mal d'adhérents, hein, qui sont spécialistes de ces questions, qui ont envie de travailler sur le sujet. Et je pense que c'est important ce partenariat pour ça, pour qu'on puisse constituer un pont, des collaborations, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de commissions aussi où la donnée, c'est un sujet transversal et c'est vrai qu'on la retrouve souvent et oui, il y a plein de choses à partager, je pense notamment aux différentes commissions aussi d'Occitanie Data sur le modèle économique, etc. Je pense qu'on a beaucoup à s'apporter et voilà, donc très fier de pouvoir assister à ça et de l'avoir organisé comme ça avec vous. Merci de vous être mobilisés. Je vous propose... Ouais, Edouard, je te repasse la parole, mais je pense qu'à partir de là, on est soit en question-réponse, soit en happy hour. C'est vous qui voyez. Mais... Après, la tradition veut que on passe à la deuxième partie, donc qui est la partie conviviale de nos meet-up. Donc, il ne faut pas perdre les bonnes habitudes. Donc, j'imagine que vous êtes tous chez vous, donc vous pouvez attraper un verre et pour trinquer à
à cette signature, à cette soirée, et puis à la suite. Et puis après, effectivement, il y a les questions. Alors, on n'a peut-être pas posé toutes les questions qui ont été écrites parce qu'il y en a beaucoup qui sont passées au fil de l'eau. Et puis après, certains peuvent aussi se présenter leurs projets, leurs idées, parce que alors, il y en a quelques-uns qui sont partis, on est encore une trentaine, mais c'est toujours intéressant de faire connaissance, d'autant que aujourd'hui, vous savez, alors, comme toi, Bertrand, tu le sais, tu sais qu'on est dans une grande région et je pense que tu as pendant des années arpenté les routes pour aller aux quatre coins de la région. Et souvent, quand on se retrouve à Nîmes, on nous reproche de ne pas être à Tarbes, et quand on est à Rodez, on nous reproche de ne pas être à Perpignan. Là, aujourd'hui, il n'y a pas ce problème-là. Autour de la table, j'ai vu qu'il y avait il y a plusieurs personnes de Perpignan, enfin, il y a des personnes de je ne sais pas d'où après, mais je ne connais pas tout le monde, mais j'imagine qu'il y a des gens qui sont connectés d'un peu partout. Voire même s'il y a des hors régionaux, vous pouvez vous signaler sans aucune honte, il n'y a pas aucun problème. Voilà, l'autre jour, nous avions je crois qu'il y avait un ou deux Parisiens, un Nantais qui étaient là sur un autre sujet. C'était toi aussi, Louis, hein, c'était sur l'inclusion. Voilà, donc ça, c'est quand même le très bon côté des choses, c'est qu'on n'a plus ce problème-là. Voilà. Donc, moi, j'attrape un petit verre et puis allez-y, continuez. Merci beaucoup. Bon, chouette. N'hésitez pas, si jamais vous voulez réagir à ce qu'on vient de se dire durant ce webinaire, vous pouvez vous présenter un peu aussi et puis peut-être ouvrir des grandes discussions. On a eu de grandes questions qui sont passées aussi dans le chat. C'est le moment si vous voulez. Donc, n'hésitez pas. En attendant que chacun aille se désaltérer un peu aussi. J'imagine que je suis désolé, c'était un peu long, hein, mes webinaires sont assez chargés en général, mais c'est vraiment pour qu'on puisse aussi vous offrir vraiment énormément de points de vue, plus de points de vue, et du coup, réunir un maximum de personnes aussi. Tant qu'on est là, on sera, en tout cas, on en profite, quoi. Donc, je vois qu'Edouard est très raisonnable. Il a pris un jus ou quelque chose comme ça. Mais voilà, je vous invite à intervenir si vous le voulez. N'hésitez pas, hein, on est vraiment entre nous. Il n'y a pas de problème. En tout cas, Louis, vu le planning et l'heure qu'il est, c'est exactement comme on t'avait structuré et prévu. Donc, félicitations. Hein, c'est bien. Bon, je alors, prends les fleurs. Bonne santé à vous. Hein. Surtout la santé en ce moment. Hein, c'est important. Ça. Ouais. Bon, messieurs, Edouard et Louis, je tenais à vous remercier quand même parce que vous avez organisé une super session. Enfin, je trouve que c'est venez de m'admettre. Super, merci. C'est la qualité des intervenants aussi, il faut le dire. Ah surtout, ouais, surtout, d'ailleurs. Bon, et merci pour aussi beaucoup aimé le message un peu politique de Bertrand Montubert et la vision que vous avez du sujet. Enfin, je trouve que c'est intéressant d'avoir une telle vision du sujet et que ça soit porté par un élu parce que on n'a pas, enfin, c'est pas du tout de la flatterie, hein, c'est que tous les élus ne sont pas à même de réfléchir et d'avoir une vision sur des sujets comme ça qui paraissent un peu à la base un peu techniques. Hein. Enfin, je ne connais pas bien dans d'autres régions ou d'autres endroits les pratiques, mais bon voilà, je ne sais pas si vous, les professionnels là, de la data, vous avez… Alors, moi, clairement, le sujet me parle beaucoup. On n'est pas encore partie prenante chez Occitanie Data, mais le sujet est clairement sur la table. Parce que pour nous, l'éthique, c'est un vrai sujet qui revient, mais concrètement. Et après, un peu le côté so what. Qu'est-ce qu'on fait nous à notre niveau et pour à la fois impliquer et toucher nos parties prenantes. Moi, je suis impliqué au CJD, à Digital 113, à la mêlée. J'ai plein d'interlocuteurs qui sont des chefs d'entreprise qui manipulent les données au quotidien en sachant ou pas quels sont les impacts collatéraux. Et moi, c'est un peu ce côté pratico-pratique qui m'intéresse aussi. C'est comment on fait pour mener le côté politique et l'amener sur le terrain dans notre quotidien. C'est vrai, je peux me permettre une petite remarque en lien avec ce que tu dis. J'ai souvent, je participe, on est partenaire aussi de l'INSA sur ces questions-là.
Et c'est vrai qu'on a souvent cette question au sein des adhérents aussi. On a l'impression qu'il y a ce chantier-là qui implique énormément d'acteurs portés par Occitanie Data, avec une vraie préoccupation autour de ces questions éthiques. Et c'est vrai que je me souviens de l'année dernière, à l'atelier Occitanie Data qu'on avait organisé à la Mêlée Numérique, certains des participants étaient vraiment dans ce discours. Ok, d'accord, l'éthique, mais quand est-ce qu'on fait du fric, quoi. Et je me suis retrouvé souvent en face de cette dichotomie, vraiment ce raisonnement un peu binaire, enfin, il le prenait de manière assez binaire en tout cas, mais c'est vrai que c'est pas évident, quoi, de faire descendre le politique, comme dit Gaël, la question politique avec un grand P, justement. Mais c'est assez ancré, malheureusement, hein. Moi, c'est pas pour faire mauvaise image à mon entreprise, mais je fais partie des personnes qui, chez le client, je parle d'éthique, je parle de bon sens, de bonne mise en place, de respect. Quand certains clients mettent cette éthique de côté parce qu'il y a encore le retour du chiffre, du ROI, de l'investissement qu'il faut avant tout pérenniser pour avoir des retours, et on parlera de l'éthique plus tard. Je fais partie des personnes qui insistent, et au bout d'un certain nombre de mois, voire d'années malheureusement, quand je vois qu'il n'y a pas d'insistance, je préfère quitter ces clients. C'est des choses qui sont pas encore pris en compte, en tout cas par beaucoup d'entreprises. Et même si le RGPD commence à taper du poing depuis 2018, l'éthique n'a pas encore été mise en avant dans les entreprises, hein. Mais je pense que les deux ne sont pas incompatibles, hein. Enfin, aujourd'hui, une entreprise pour vivre a besoin de vendre et de développer son activité. Et en contrepartie, il faut qu'elle le fasse avec des valeurs. Et je pense que c'est plus là, c'est quoi l'ancrage et c'est quoi l'éthique. Et en fait, le sujet data, il est assez neuf au final parce qu'il y en a plein qui sont dans le début. On parlait, enfin, nous, on voit des gens qui ne sont pas matures du tout. Donc, tu vas leur parler d'éthique, oui, mais qu'est-ce qui est bien ou pas? Le côté, moi, je l'ai vu plusieurs fois, le mail un mail, ça représente un voyage dans l'espace, je ne sais plus ce que c'est le truc pour aller jusqu'à la Lune. Les gars, mais avant qu'ils en aient conscience de ça, et même s'ils en ont conscience, il y a des actions à mener chez eux en interne qui ne sont pas forcément évidentes à mener. Est-ce que vous êtes tous des abonnés de toutes les newsletters que vous avez aujourd'hui? Est-ce que vous avez mis en place des actions concrètes permettant d'aller dans ce sens de je consomme raisonnable? C'est vrai qu'il y a un vrai travail autour de l'utilisateur, du grand public aussi, hein. Je rejoins la question de Vanessa. Vanessa? Oui, je suis là. Pardon, Ok. j'ai fait une petite pause. Oui, en fait, on parlait tout à l'heure vous parliez de partenariat, et donc on est plutôt sur, on est là sur le public, le privé. On parle des usagers, mais je les sens pas comme eux consultés. Donc il y a les usagers, mais il peut y avoir aussi la sensibilisation du grand public, ou en tout cas du citoyen, puisqu'on voit que certains citoyens peuvent monétiser certaines données qui les concernent. Vous parliez de santé tout à l'heure, il existe par exemple des montres connectées, on est encore sur ce rapport un peu donnant-donnant, où on peut avoir des réductions au niveau des assurances si on accepte d'avoir la montre connectée qui va dire qu'on peut faire tant de pas. Et donc là, je n'ai pas senti qu'il y avait cette partie-là citoyenne. On était sur des grands ensembles, d'un côté les entreprises, de l'autre côté les collectivités, des partenariats possibles, mais on ne voit pas quelle est la prise. Comment le citoyen lambda peut, lui, interagir. Ouais. Bertrand, je te laisse intervenir. Ouais, juste un mot, on disait quelques mots avec Vanessa. À mon sens, la démarche aboutie d'ouverture de données, elle doit aussi installer une communication bilatérale, c'est-à-dire pas seulement délivrer de l'information, alors avec toutes les attentes qu'on a pu faire, toute l'analyse de réponses et à un besoin des citoyens qui auraient pu être exprimés, mais également du retour d'expérience et également d'associer les attentes et les besoins du citoyen à la construction même de cette ouverture de données. C'est le sens de l'innovation quand même. Le sens de la démarche de l'innovation, c'est quand même il y a l'usager, mais on va aussi vers le partage d'expériences, effectivement. Ouais. C'est ce que je n'ai pas ressenti tout à l'heure. Peut-être un mot. D'abord, pardon, j'ai eu une déconnexion complète, donc je viens de reprendre le fil juste. Mais effectivement, cette question de la manière de mettre les citoyens dans le jeu, pour nous, est très importante.
Et on a commencé à le faire d'une certaine manière en faisant des enquêtes, 2 enquêtes que vous pourrez trouver sur le site d'Occitanie Data, une enquête quantitative et une enquête qualitative, pour justement essayer de comprendre quel est le point de vue des gens sur la question du partage de données. Et ces enquêtes sont vraiment très, très intéressantes parce qu'elles montrent 2 choses. La première, c'est qu'on a quand même une bonne moitié de la population qui est inquiète sur le développement numérique, qui ne voit pas ça comme quelque chose de forcément positif, etc. Et ce n'est pas forcément d'ailleurs ce qu'on croit. Dans les plus positifs, il y a par exemple les personnes les plus âgées. Les plus inquiets sont plutôt dans les 35-49 ans. Voilà, donc ça rebrasse un peu des choses qui sont qui pourraient être des idées reçues. Donc, ils peuvent être inquiets des conséquences, ils peuvent être inquiets, ils peuvent ne pas être forcément convaincus du fait que ça va être une amélioration. C'est important aussi. Hein. Donc, il y a les 2 choses. Est-ce que ça va apporter un progrès et est-ce que ça va me porter préjudice d'une certaine manière? Et on a une population assez mitigée. Et pour autant, on a essayé de voir quels étaient les éléments qui pourraient permettre de rassurer. Le fait d'avoir justement, par exemple, une carte éthique, puisque nous étions en train de la construire. Et à un certain moment, on a fait une liste d'une quinzaine d'items. Et on leur a aussi posé la question par rapport aux acteurs qui font les traitements de données, vers lesquels ils ont confiance ou envers lesquels ils ont moins confiance. Et tout ça, ça nous a donné une galaxie de résultats que je ne vais pas vous détailler là parce que ce serait trop long. Je vous invite à regarder sur le site d'Occitanie Data et qui est très intéressante et qui, pour le faire de manière extrêmement rapide, montre que certains acteurs sont dotés d'une certaine confiance vis-à-vis par les citoyens. C'est tout particulièrement les acteurs de la recherche et les acteurs de la santé, tout en tête. Ce sont aussi les collectivités territoriales, bien devant l'État, et évidemment, à des années-lumière, si j'ose dire, des réseaux sociaux. Donc là, on a toute une gradation hein, de la confiance qui se fait. Mais on est allé aussi leur demander, y compris des choses qui vont assez loin, on leur a demandé, par exemple, s'ils seraient prêts à ce que des données personnelles non anonymisées soient utilisées pour un certain nombre d'usages. Et là, par exemple, à plus de 60%, ils disaient oui pour des usages dans le domaine de la santé. Donc, on voit qu'il y a, en fait, parmi, en tout cas, ceux qui ont répondu à ce sondage, et c'est corroboré par l'étude qualitative que nous avons faite, il y a d'abord une forme de maturité par rapport à cette question de la donnée, bien plus importante qu'on pourrait l'imaginer. Il n'y a pas tant de naïveté que ça sur, il y en a un petit peu, mais pas tant que ça, sur le fait que finalement on alimente tout un modèle en laissant traîner nos données sur Facebook et que derrière il y a quand même des gens qui sont de l'argent, parce que c'est quelque chose qui est bien connu. Ça fait plus ou moins peur suivant les catégories de personnes, c'est clair. Il y a des gens qui s'en foutent complètement, qui se disent bah, très bien, moi ça m'apporte des bons services, donc ça me suffit, le reste c'est pas mon problème. D'autres qui sont plus vigilants, mais en tout cas il y a clairement le fait de souhaiter qu'il y ait de la pédagogie par rapport aux usages qui vont être faits, et que quand il y en a, et quand c'est fait par des acteurs dans lesquels ils pensent pouvoir avoir confiance, alors ils sont prêts à aller relativement loin dans l'usage de ces données personnelles. Et donc, je pense que c'est un bon guide par rapport à ce qu'on peut faire, et je crois justement qu'il est important de mettre les citoyens au milieu des choses. D'abord parce que le faire dans leur dos, premièrement, n'est pas possible, évidemment n'est pas souhaitable, et troisièmement, et surtout contre-productif. Parce qu'à un moment donné, ils ne sont pas cons, ils ont tous les moyens de savoir ce qui se passe, et ça revient en boomerang. Donc il faut d'emblée le prendre en compte. Perdu. Là encore, de manière sur des réactions qui ne sont pas forcément les leurs. Donc, il faut les intégrer, et c'est pour ça que la charte éthique, dont j'ai dit qu'on allait lancer une étape de co-construction, et là j'ai peur que vous me perdiez, c'est pas évident. Tu as un problème de réseau?
Oh, j'ai des problèmes de réseau à plusieurs reprises de la journée, oui. Ça Ça a l'air d'aller mieux. Oui. Vous m'entendez ou pas? Oui. Ouais. Voilà. Non, et je conclus très rapidement pour vous dire que c'est pour ça que la charte éthique, nous la mettons, nous allons la mettre en discussion dans une démarche de design avec des citoyens dans toute la région, y compris quand ce sera possible, j'espère que ce sera possible, avec un camion de sciences animation qui s'appelle le propulseur, qui peut aller dans les différentes villes pour animer des ateliers en suivant la méthode de la Déclaration de Montréal. Eux, pour la Déclaration de Montréal sur l'IA, ils ont fait donc, notamment beaucoup d'ateliers dans des bibliothèques, dans des endroits où vous pouvez trouver des gens qui n'étaient pas des spécialistes de l'IA, mais auxquels ils ont soumis la charte et qu'ils ont fait contribuer dessus. Et c'est ce que nous allons faire aussi pour notre charte. D'accord. Pour Peut-être. aller un peu plus loin aussi, c'est vrai que dans la question de Vanessa, il y avait aussi la contribution à la gouvernance même, hein. C'est vrai qu'il y a ces services-là auxquels, oui, les utilisateurs plus ou moins éclairés vont accepter pour accéder à un service, hein, accepter de confier leurs données. Mais il y a des initiatives de plus en plus, on en a sur le territoire, hein. On a Freya Games par exemple qui a fait un serious game autour des données, justement pour voir un peu, pour pouvoir sensibiliser les gens à l'usage de la donnée. C'est très ludique, Freya Games comme Freya, F-R-E-Y-A, Games. Et puis de plus en plus émergent aussi des initiatives. Moi-même, j'avais travaillé dans les quartiers politiques de la ville en région parisienne. Et c'est vrai qu'il y a aussi des initiatives, notamment à Marx-Dormois, avec une association d'habitants justement de quartier, hein, c'est le quartier Marx-Dormois, qui a permis justement d'aller arpenter la ville, de traduire un peu les données publiques accessibles en lien avec ce qu'ils voyaient durant leur visite sur le mobilier urbain, ce genre de choses. Ça leur permet aussi, ce sont des initiatives comme ça où il y a à la fois de la pédagogie, de la prise de conscience justement autour de ces données-là, qui permettront peut-être dans un premier temps, effectivement, d'abord avec les acteurs publics et espérons-le aussi plus largement, bien aux citoyens de prendre part à cette gouvernance-là autour des données en général, quoi. Et peut-être moi aussi pour rebondir là, sur ce que disait Bertrand Montubert, par rapport à notre partenariat qui était officialisé aujourd'hui. Comme vous le savez, on va sur les différents on allait et on ira sur les différents territoires d'Occitanie pour prêcher la parole de la transformation digitale auprès des TPE, PME, hein, avec le soutien de la région et avec un certain nombre de nos partenaires adhérents qui sont là autour de la table. Et on a commencé à étudier le volet data, c'est-à-dire amener aussi cette conscience de la data et de son utilisation, le bon, le mauvais, pour ces entreprises. Voilà, c'est encore une fois très d'actualité à l'heure actuelle. On en a parlé avec Gaël Philippe récemment. Enfin, il y a des choses en cours, ou Fabien Crozet, qui sont là, je crois. Et bien, on pourrait très bien y aller avec vous aussi, je dirais. En tout cas, apporter la connaissance de vos travaux, la sensibilisation et tout ce que vous venez d'évoquer. Est-ce que vous mettez en place avec le propulseur d'animation, voilà. Super, super. On va en parler dès qu'on aura un peu plus d'idées sur comment on se déconfine. Oui, tout à fait. Super. Moi, je suis obligé de vous laisser parce que j'ai une autre réunion qui commence à 20h. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Bertrand, merci beaucoup. Et à très bientôt à tous. Merci, à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Je suis en train d'essayer de tweeter la signature sans la signature. Il faut que je fasse une modif, parce que si c'est réutilisé… Moi, je rajouterais que pour ceux qui le souhaitent et s'ils sont encore là, parce que tout le monde commence à partir,
vous pouvez poursuivre ces rencontres 5 à 7 tous les jours donc à l'heure indiquée. Et justement, demain soir, à 17h, il y en a une sur la thématique de la transformation numérique. Donc plutôt et des enjeux de la transformation numérique pour les entreprises. Voilà. Demain soir, et c'est notre collègue Constance qui l'animera. Donc n'hésitez pas. Et ensuite, vous avez d'autres thématiques à venir quasiment tous les jours. Jeudi, il n'y a rien. Et vendredi soir, on parle de vendredi à 17h. Trouver plus de clients sur le web avec les stratégies. Lundi 27 avril, adapter son business plan face à la crise actuelle. Alors là, je pense qu'il faut être devin pour adapter son business plan en ce moment. Ouais. Le mardi 28, on parlera de cybersécurité. Je ne sais pas si c'est encore des membres de la commission qui sont là, avec le fait qu'il y a beaucoup d'arnaques en ce moment avec le Covid-19. Donc, comment les détecter, comment s'en protéger. D'ailleurs, est-ce qu'on parle des fuites de sécurité sur Zoom ou pas? Oui, justement, en fait, tu as constaté, on le teste depuis quelques semaines pour voir un peu ce que ça donne. J'ai remarqué, je suis attaqué depuis quelques temps. Non, mais c'est vrai, hein, nous-mêmes, on a beaucoup à progresser, je pense, aussi sur ces questions-là. Mais bon, c'est vrai Je pense qu'on a un vrai sujet en ce moment. Ouais, effectivement. Que ce soit sur ça, que ce soit sur les Google, etc. Je pense qu'on a un vrai travail de transformation en interne qu'on a commencé, hein. Mais évidemment, mais c'est vrai qu'après, au niveau équipe, on en reparlera, Edouard, mais c'est vrai, au niveau équipe, on n'est pas encore hyper nombreux, en tout cas, à avoir les compétences nécessaires, suffisantes pour pouvoir un peu tout mettre d'équerre. Alors, on y va aussi progressivement, déjà dans l'esprit, sensibiliser, etc. Et puis, les différents membres de l'équipe, parce que c'est vrai que c'est dur, hein, une fois qu'on a enraciné des usages, hein, de sortir, ne serait-ce que du Microsoft Windows, tout simplement, par exemple. Mais voilà, ouais, c'est pas évident. Et ouais, on essayera. N'hésitez pas, hein, suggestions ou autres. Hein, continue, Gaël, sur tes petites remarques. Toute critique est un cadeau. Donc, il faut le prendre en compte. Gentil, ça reste toujours gentil. Ah, mais bien sûr. Non, mais critique au sens noble du terme. Hein. Très bien. Et oui, et je le rappelle, demain, on est partenaire d'une cybermatinée, cybersécurité, avec le monde informatique. Et tout est en ligne, évidemment. Je crois que ça commence à 9h. Super. Par contre, il fallait s'inscrire. N'hésitez pas à vous inscrire, mais c'est vrai que voilà, on est la mêlée, etc. Je pense à vous. Je ne sais pas si vous êtes adhérent ou pas de la mêlée, j'en profite. Mais c'est vrai qu'on a une petite asso qui fait du bon boulot, hein, cela dit, parce que c'est pour ça que je l'ai rejoint, en espérant prolonger tout ça aussi et le développer un maximum. Mais n'hésitez pas à vous tenir informé de ce qu'on fait, à adhérer si vous voulez nous soutenir et participer avec les autres. Combien on a d'adhérents en fait, Edouard? Je ne sais même plus au bout d'un moment. Mais... tu l'as dit, on est un petit peu moins de 500. Un petit peu moins? Moi, j'avais entendu 800 la dernière fois. Mais... Non. Ça, c'est le nombre de personnes. Les objectifs, ça. Ah, d'accord. Ok. Non, oui, pardon. En fait, tu as des adhérents où il y a plusieurs personnes qui participent. Donc, ça fait 800, 900 personnes. Même 1000 parce que… Oui. En tout cas, n'hésitez pas à nous apporter des sujets et à nous soutenir, quoi. Tu as le volet Montpellier qui se développe pas mal ces derniers temps. Ouais. En tout cas, juste vous remercier encore une fois, Louis, Edouard, les autres intervenants, Gaël, Romain et puis tous les participants. Je vais devoir vous quitter aussi. Merci beaucoup pour l'organisation, c'était vraiment très très bien. Et puis, je pense je vais diffuser aussi et je reviendrai sur d'autres 5 à 7 parce que ça donne vraiment envie de venir écouter d'autres thématiques. Et vous pouvez aussi en proposer. Hein.
C'est le premier 5 à 7 que je fais sans ma femme. Donc, franchement, j'ai apprécié malgré tout. Alors, le 5 à 7, c'est, on a pris, j'aurais pu le dire tout à l'heure,